This is Houston. Say again, please. J'aimerais comprendre là où ça a commencé à merder chimiquement dans ma vie. Houston, we have a problem. Nous sommes de retour pour jouer un mauvais tour. I think it's nice that we share the same sky. You are gonna miss that plane. C'est de toute beauté. Camille, c'est pour dire des conneries pareilles, ça vaut mieux que tu fermes ta gueule, hein. Nascosta sotto il bla 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 bla. Je suis juste fou d'amour, c'est complètement con. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Oh, hi, Mark. J'ai le temps. Je t'en prie. Dévore. It's a conspiracy, man. Hasta la vista, baby. Et comme je dis toujours, quand c'est long, c'est trop long. Mais où est-ce qu'il est? Mais où est-ce qu'il est, ce con de Pierschmann? La Perche dans le cadre, c'est le podcast cinéma dans lequel on parle vite, mais on prend quand même le temps de débattre des films et séries qui font l'actualité. Dans cet épisode, le dernier avant les vacances, nous célébrerons l'été en dédiant le focus de jour à cette saison si particulière au cinéma. L'occasion pour nous de vous parler de nos attentes dans les salles obscures mais surtout climatisées. Et qui dit canicule dit un programme au diapason. La chaleur de Stéphane Demoustier côtoie Evil Dead Burn de Sébastien Vanitschek. Et pour survivre à la montée des températures, planter des arbres, Michael Sarnowski signe une nouvelle adaptation de Robin des Bois. En fin d'émission, carte blanche à Rita qui, pressée de se ressourcer, nous parlera voyage. Silence, moteur, la perche est dans le cadre mais on s'en fout, on fait de la radio. Action! Et pour cette dernière de la saison, je suis en compagnie de Yuri, de Manon, de Laurent, d'Aline, de Félix, de Rita et d'Antoine. Et on salue Alban et Valentin. Les deux. Et Émile. Et Émile, oui, qui sont les trois absents. Il y a des gens déjà des... Charlie. Et Charlie aussi. Sophie Catherine. Sophie Catherine n'est jamais venue dans l'émission. On la salue par ailleurs parce qu'elle nous écoute. On aimerait qu'elle vienne, mais... Roman, Léa, Imen. Mais trop de gens qui sont déjà en vacances finalement. On va commencer comme toutes les semaines par le courrier des perchés. Merveilleux jour que le dimanche. C'est pour moi le plus beau de la semaine. Pourquoi cela, te plaît? Parce qu'il n'y a pas de courrier le dimanche. Et avant de donner la parole à nos auditeurs, Yuri, tu voulais faire un petit bilan de cette année? Bah oui, parce que vous aviez été de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre pendant tout au long de cette saison. On voulait vous remercier pour ça, vous remercier pour votre fidélité, pour de nous écrire régulièrement, de nous faire savoir quand vous n'êtes pas d'accord avec nous, de nous faire savoir quand vous êtes d'accord avec nous. Nous, en tout cas, ça nous fait toujours plaisir de vous lire, ça nous fait plaisir de savoir que vous nous écoutez, donc n'hésitez pas d'en parler autour de vous, de recommander ce podcast aux gens qui, comme vous, peut-être aimez le cinéma, ou d'autant plus ceux qui n'aiment pas le cinéma, parce que nous, je suis pas sûr qu'on l'aime. Ça dépend des semaines. Ça dépend des semaines. Dans tous les cas, on reste quand même un peu actif cet été, notamment on fera quelques petits épisodes spéciaux, dont un quasiment certain autour de l'Odyssée de Christopher Nolan, parce qu'on sait bien que le film est très attendu et nous-mêmes on a très hâte de le voir et on déplore un peu de ne pas pouvoir le traiter avant la coupure. Et on rediffusera aussi des extraits des émissions précédentes lorsque les films sortiront, par exemple quand sortira Fjord, la Palme d'Or en août, vous aurez l'occasion de réécouter le débat qu'on a eu autour du film à Cannes, ainsi que quelques focus qui seront également disponibles si au cas où vous les auriez ratés et au cas où vous auriez rejoint l'équipe des perchés récemment. Et bien voilà. Mais en tout cas, merci à toutes et à tous pour cette année tout à fait riche pour nous. Mais du coup, on n'a toujours pas décidé, est-ce que nous on est les perchés et les auditeuristes sont les perchistes? On est tous perchés. Tous perchés. C'est une grande on fait pas de distinction. Moi je dirais qu'on est les perchistes parce qu'on mène un peu la perche. Et les gens qui nous écoutent sont les perchés. Exactement. Parce je suis assez d'accord avec ça. Voilà. Et écoute. Mais du coup, les gens qui font du saut à la perche, on les appelle comment? Félix, on est sur Vidéogag. Et oui, la caméra est là. Vous écoutez les grosses têtes. Alors qu'en plus cette émission n'est pas filmée malheureusement. Le monteur est un peu en vacances, mais on revient en vidéo à la rentrée. Mais il est là pour nous parler du courrier des perchés. Tout à fait, qu'il a préparé avec attention il y a quelques jours. On a eu plein de réactions. Non, c'est pas vrai. On a eu quelques réactions, mais on sent que les gens peut-être sont un peu en vacances aussi. Et notamment sur De Gaulle, qui continue à passionner nos perchés, du coup. J'en ai eu beaucoup en MP aussi. Ouais, les gens vous trouvent un peu dur, même de mauvaise foi, carrément. Les gens aiment le film beaucoup plus que nous. Les auditeuristes ne s'enduisent pas, eux, pour le coup, et apprennent beaucoup de choses. Notamment, le film est très instructif sur la manière dont les USA, les États-Unis, ont tenté de coloniser la France.
Et il y a quand même des auditeurs qui sont d'accord avec vous sur le format série qui serait quand même mieux adapté, évidemment, à cette histoire. Si je peux me permettre quand même deux trucs, je crois qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui a dit qu'on s'ennuyait vraiment devant le film. Déjà, d'une part. Genre, je crois pas que personne trouve que c'est ennuyeux. Ensuite, ce dont il parle sur l'opération Overlord, sur la colonisation de la France par les États-Unis, c'est quand même très largement exagéré dans le film. Dans la réalité, ça s'est quand même pas passé comme ça. Voilà. Et enfin, le troisième truc, c'était sur la série. On est d'accord, bravo. Ok, tu veux juste fight tous les tags des auditeurs. On est d'accord sur le fait que ce sera mis en série, ouais, parce que là, pour le coup, sur les deux premiers trucs, vraiment, c'est à la fois pas ce qu'on dit et en même temps une réflexion que je trouve pas très pertinente, parce que vraiment précisément, le film est très caricatural là-dessus et que c'est pas le meilleur point du film. Laurent, t'es dans un transat, t'es en short, détends-toi. Ouais, mais ça, ils peuvent pas voir. Je suis quand même assez. Je leur donne des éléments de contexte, pardon, Félix. Bon, en tout cas, les gens sont d'accord avec vous sur les mignons, voilà. Amour sur tout le monde. Hourra. Sympa, notamment sur c'est un film sympa vraiment sur l'hommage au cinéma, etc., etc. Le film reste quand même un peu lassant ensuite dans son déroulé, et notamment pour les adultes, visiblement. Ship Detective, les gens ont trouvé ça mignon. In Waves, les gens ont trouvé ça assez émouvant. Ghost Elephant, visiblement, la fin alourdit l'ensemble, mais le film reste assez vertigineux. Et on nous conseille également un film qu'on n'a pas traité, qui est sorti la semaine dernière, qui s'appelle Notre Histoire, Chronique du Caire, film égyptien de Aboubacar Shawki, j'espère ne pas écorcher son nom, qui est un film inégal visiblement, mais qui retrace quand même la vie d'une famille avec des personnages hauts en couleur à travers l'histoire de l'Égypte. Donc voilà, si jamais il y a des gens qui qui sont intéressés par ce projet, n'hésitez pas à vous pencher dessus. Et merci Félix, et on va tout de suite prendre des nouvelles du box-office. Bon, là c'est le calme plat, mais est-ce que ça peut pas quand même péter un de ces quatre, quoi? Yuri, est-ce que c'est un box-office estival ? Oui, c'est un box-office tout à fait estival, puisque en top des charts caracole toujours Toy Story 5, Les Mignons et des Monstres, La Bataille de Gaulle 1 et 2, qui du coup fait une petite remontada, Backrooms en 5, et le nouvel entrant de cette semaine, c'est Supergirl. Qu'on a décidé de pas couvrir. Qui fait un super four, puisqu'il fait 220 000 entrées sur sa première semaine. En effet, on l'a pas vu. On a décidé de ne pas le voir. Peut-être qu'on aurait dû, mais les échos sont tellement mauvais qu'il y a voilà. Mais c'est une flemme collective. Une flemme collective. En fait, il y a une flemme collective du cinéma de super-héros en général, et quand il s'agit d'une espèce de suite. On s'était déplacé pour Superman. Oui, mais déjà, moi j'avais compris que j'irais pas voir les autres. Quand même, ça de pantalonnade honteuse quand même. Ça a l'air d'être vraiment scandaleux. Non, le dernier, là, Supergirl. En fait, ça a l'air d'être. Enfin, il y a plein d'articles du coup qui sortent que ça a l'air d'avoir été juste mal pensé du début à la fin. Ce qui est déplorable, c'est que l'actrice s'en prend plein la gueule, alors qu'en fait c'est pas sa faute. Emilia Coque, la pauvre. Tout comme dans Captain Marvel avec Brie Larson. Enfin, en fait, c'est horrible parce qu'ils font pas les efforts quand c'est des films de super-héros qui sont leadés par des meufs, et ça donne le même résultat à chaque fois, où les gens n'y vont pas de base par flemme. Alors Captain Marvel, ça a quand même fait 1,5 milliard au box-office. Ah non. Si, le premier, si. Bien sûr que si. Ah, putain. Et en le revoyant, c'est pas un mauvais film. C'est The Marvel qui est le deuxième qui a planté. Mais c'est alors qu'en plus, je trouve que la manière dont elle était introduite dans le premier film était vraiment cool. Était maligne, donc c'est vrai que ça. Et Superman, c'était fun. Et c'est une chouette comédienne qui était dans House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones. Emilia Coque, c'est ça. Oui, Emilia Coque. Elle mérite pas du tout de s'en prendre plein la gueule. Et donc Obsession continue de faire son petit bonhomme de chemin, et toujours Jim Quinn qui cumule maintenant à 232 000 entrées. Cocorico, on est trop content. Il est suivi de près par On l'appelait Robin des Bois, dont on vous parle ce soir. Et voilà, on attend évidemment la semaine prochaine l'Odyssée, qui va a priori rouler sur tout le monde avec son gros bateau grec. Et son cheval de Troie, tu veux dire? Oui, son cheval de Troie, c'était une meilleure image. Voilà, finalement, voilà, merci. Vous me rendez meilleur. Merci. Merci à toi. Le premier film dont on débat cette semaine, c'est Evil Dead Burn, le deuxième long métrage de Sébastien Vanitschek, qui vient de partir aux États-Unis. All right, you ready? Thank you, Joseph. Après l'enterrement de son mari, Alice se rend dans la maison isolée de sa belle famille pour partager un dernier repas à sa mémoire. Mais la réunion familiale bascule dans l'horreur lorsque ses proches se transforment l'un après l'autre en créatures démoniaques. Sébastien Vanitschek, c'est donc le réalisateur de Vermine, ce film d'araignée dans une cité dont on avait plutôt dit du bien, il me semble, autour de la table. Il est parti aux États-Unis reprendre la franchise initiée par Sam Raimi.
Laurent, ça t'a plutôt plu ce Evil Dead Burn? Eh ben écoute, oui, comme ça ne vous surprendra absolument pas, je n'ai vu aucun film de Sébastien Vanitschek avant. Il en a fait deux avant, et je n'ai jamais vu un seul film Evil Dead, je crois. Si, j'en ai peut-être vu un en vrai il y a longtemps. Mais bon, je connais pas du tout la franchise Evil Dead, c'est pas un truc sur lequel je me suis penché et qui m'intéresse particulièrement. Donc je débarque un peu vierge moi de tout le lore Evil Dead. Ce matin avec le popcorn distribué par Florent Bernard, un des co-auteurs du film, qui était là, qui nous a beaucoup remercié d'être venu voir si tôt un film comme ça. Et c'est vrai que c'est un film qui est assez énervé, quoi. C'est-à-dire que ça mangez pas avant, je pense. Ouais, ça défouraille assez sec, c'est violent, c'est crade. Il y a des moments vraiment genre d'horreur pure, dégueulasse, assez solide. Et je trouve que ça participe au charme du film, que je trouve assez sympathique. C'est-à-dire que tout transpire un peu la sincérité là-dedans. Tu sens qu'ils ont vraiment kiffé faire un gros film d'horreur, un peu débile, voilà, mais avec... Quand tu dis débile, c'est sur le fond? Un peu débile sur le fond, un peu classique aussi dans la manière dont c'est fait. C'est vraiment très maison hantée, avec ce truc avec des démons. C'est un quasi huis clos dans la maison. Voilà, tout à fait. Le quasi huis clos qui est un peu une des constantes, enfin j'ai pas vu tous les films Evil Dead loin de là, mais dans ceux que j'ai vus c'est un peu une constante, tout se passe notamment sur une nuit et dans un endroit clos. Hein? Sauf le 3. Sauf le 3, nous dit Félix, en effet parce que le 3 se passe au Moyen-Âge. Mais Félix, tu as un micro, tu peux aussi communiquer avec nos auditeurs. Je voulais pas faire de bruit, mais très bien. Mais du coup voilà, moi je suis plutôt assez... j'apprécie plutôt en fait ce que j'ai vu, c'est-à-dire que j'ai vu quand même un gros truc d'horreur qui défouraille vénère et qui est assez lourd et assez bourrin. C'est un peu ce à quoi je m'attendais parce que j'avais l'image en fait de la franchise très grand guignolesque avec beaucoup de gore, très sanguinolent machin. Et je trouve que c'est pas mal d'avoir réussi à garder un peu ce côté gore vraiment vénère et en faire un vrai film d'horreur, quoi. Un truc où il y a des moments qui sont authentiquement badants, avec des moments qui font un peu peur. Enfin, c'est pas le type d'horreur qui me fait le plus peur, mais je veux dire, ça fait quand même... Je trouve que de ce point de vue-là, il y a une envie qui se voit et ça fait plaisir. Après, bon, je suis un petit peu déçu par la réal que je trouve pas extraordinaire, à part quelques moments que je trouve assez marrants, où il y a quelques idées de mise en scène et donc du coup c'est assez cool et assez fun. Je suis pas forcément transcendé par le sous-texte, enfin un sous-texte qui est quand même envoyé à la truelle parce qu'on n'est plus tellement dans le sous-texte à ce stade, c'est vraiment genre... C'est du surtexte. Voilà, on est sur de la violence conjugale en réalité, cette femme, donc Alice qui est jouée par Souya Yacoub, je viens de totalement prononcer son nom excessivement mal, et il était violent avec elle et donc elle est dans le deuil de ce mari. Voilà. Et il y a un truc sur les du coup les relations toxiques en fait, mais de couple et même intrafamiliales. Qui est en fait le même principe que Invisible Man qui est sorti il y a quelques années. C'est globalement la même recette. Ok. Que je n'ai pas vu. Mais on est du point, enfin le Invisible Man étant l'homme violent. Oui, voilà. Mais c'est un peu la même idée, c'est qu'elle le croit mort et elle est en syndrome de stress post-traumatique notamment et toute on va dire la métaphore de Invisible Man qui est sortie à l'époque, c'est que l'homme invisible est en fait le souvenir de son mari violent. Là clairement on fait pas les métaphores, hein. Le souvenir il est indiqué, tout ça c'est très clair. C'est même dit plusieurs fois. Voilà, c'est vraiment moi, genre y a pas de... Moi je trouve ça subtil mais... Ouais, il y a vraiment zéro subtilité, c'est-à-dire que c'est vraiment indiqué très clairement. C'est le défaut je trouve en fait principal de tout sous-texte alors qu'en réalité c'est malin, c'est plutôt bien fait et qu'il y a un truc intéressant à tourner autour de ça. C'est juste fait très bourrinement, très ricain aussi, donc je suis pas complètement surpris. Alors que le scénario est signé par Sébastien Vanitschek et Flaubert, qui sont tous les deux français. Mais bon, on sent évidemment que... C'est fait aux États-Unis, donc clairement, je pense avec les contraintes de production américaines qui font que le Final Cut ne leur appartient pas a priori et qu'ils font un peu ce qu'on leur demande de faire. Malgré tout, ouais, je passe pas un mauvais moment, même si globalement c'est inégal et que tout n'est pas parfait. Il y a, je pense que la sincérité du projet fait que ça m'emporte en fait là-dedans. Même si bon, c'est pas un chef-d'œuvre et que je me rappellerai pas dans les 20 prochaines années, mais dans le genre, honnêtement, je trouve ça pas mal avec quelques scènes, quelques idées en tout cas, dont moi je me rappellerai, je pense. Yuri, tu partages plutôt l'enthousiasme de Laurent. Est-ce que tu connais un peu mieux la franchise Evil Dead ? Pas du tout, et j'en ai globalement rien à foutre. C'est-à-dire que j'ai vu le 2 il y a quelques temps, le 2, parce que pour moi, Evil Dead est un peu une anomalie. C'est-à-dire qu'à la base, c'est quand même une grosse bisserie faite par, en effet, Sam Raimi, qui est un
très bon cinéaste. Et qui est le réalisateur des Spider-Man entre autres. Vous avez adoré le film cette année. Oui, qui a fait un très bon film cette année, mais qui a quand même commencé sa carrière en faisant cette grosse bisserie qui s'appelait The Evil Dead, qui était une espèce de néo-film de zombies. Cette année. Send Help, oui, voilà, qui avait démarré dans les années 80 dans cette mouvance très vidéoclub, très film bis, etc. Et déjà à l'époque, c'était en fait ses inspirations étaient davantage du côté du cinéma burlesque et slapstick des années 50, avec en fait beaucoup plus un penchant pour la comédie horrifique que pour l'horreur. C'est-à-dire que tout dans Evil Dead 2, qui est le seul que j'ai vu, je le confesse, est grotesque. Et moi, je trouvais ça marrant sans plus. Et donc, en fait, j'ai vu aucun des... Enfin, ça m'a pas donné envie de voir le 3, ça m'a pas donné envie de voir le reboot de Fede Alvarez, ça m'a pas donné envie de voir le truc de Lee Cronin sorti il y a quelques années. Vraiment, c'est une saga à laquelle je n'ai aucune affection, si ce n'est l'adaptation en comédie musicale, qui est très drôle, Evil Dead the Musical. Et pour la petite histoire, quand il la représente, il y a ce qui s'appelle une splatter zone dans les premiers rangs du théâtre, parce qu'il y a tellement de sang qui gicle partout que quand tu achètes ton billet, tu sais que tu vas être dans la splatter zone et que tu vas globalement te faire asperger de faux sang pendant 2 heures. Moi, je trouve ça marrant. Bref, mais en tout cas, ce qui veut dire que quand je voulais voir ce film, j'y vais vraiment avec aucune attente, si ce n'est curieux de voir en effet ce que Sébastien Vanitschek et Florent Bernard vont arriver à faire dans ce carcan-là. Je suis globalement assez d'accord avec Laurent, donc je vais pas non plus pérorer. On me reproche de faire des intros de 1 minute à mes critiques, mais en même temps j'ai rien d'autre à dire. Qui t'a reproché? Je sais pas, un jour quelqu'un sur YouTube là, il m'a insulté, ça m'énervait. Et du coup il en cauchemar toutes les nuits. Faut pas les écouter. Et du coup non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a en effet il y a une jouissance du projet, il y a une sincérité, il y a un côté fun, ludique, assez cool, assez assumé, qui malheureusement en effet pour moi, mais je sais pas dans quelle mesure c'est lié à la production, parce que Sam Raimi il va chercher comme ça des réals pour continuer sa saga, avec comme argument marketing de dire non mais je les laisse faire ce qu'ils veulent et moi je fais parapluie à merde avec les studios globalement, c'est ce qu'il dit, que en fait moi je deal avec les studios, par contre je laisse les réals en dessous de moi faire ce qu'ils veulent. Là, ils ont probablement des limites quand même. Voilà, et en fait la réalité c'est que probablement ils doivent quand même cocher des cases. Moi c'est un film que j'ai trouvé bête, bourrin et bruyant, et dans lequel j'ai pris un plaisir de ce point de vue là, parce que c'est bourrin, parce que c'est assez bête mais dans le bon sens du terme, parce que ça se prend pas trop la tête, et parce que c'est très bruyant et que je me suis rarement autant tortillé dans mon siège face à des trucs hyper graphiques, notamment d'une meuf qui s'enfonce un stylo plume dans l'oreille, qui se fait enfoncer un stylo plume dans l'oreille. Il y a quand même des trucs d'une rudeur graphique assez extrême, et j'ai pas regretté du tout la séance. Après, le film est interdit moins de 16 ans quand même. Oui, non mais voilà, c'est assez énervax. Ah oui. D'ailleurs en effet voilà, t'es dans la salle avec un certain type de public aussi, donc bref, et donc les choux fins. Ouais, bonjour, on les aime. Non, mais moi, il y avait littéralement que des mecs qui étaient tous des full nerds solo, ouais, moi pour aussi. aller voir du gros Evil Dead énervé, et d'ailleurs j'en faisais partie, donc, ouais. J'ai pas de... Et d'ailleurs t'as la séance de 9h oui, j'étais au 9h des Halles, qui est vraiment une grosse séance de prouveur, mais donc moi je dis un peu rien sur le film de plus que ça, parce que franchement j'y ai pris un vrai plaisir. Je suis d'accord avec tous les limites qu'on peut trouver à son écriture. Je sauve, moi, dans le film, une scène que j'ai trouvée extraordinaire, c'est la scène de l'enterrement, enfin de la crémation, avec des travaux qui ont lieu en même temps. En fait, c'est juste une idée de cinéma vraiment maligne, qui à la fois est une vraie mise en scène, enfin ça renouvelle littéralement les scènes d'enterrement qu'on voit dans tous les films américains où il y a un mec qui se fait enterrer. Bah là en fait c'est perturbé par des buts de travaux, et en même temps c'est hyper réaliste sur la manière dont peut se passer un enterrement, où en fait tu vas voir de manière vraiment déprimante, et en même temps il y a des trucs qui vont rendre ça drôle, parce que tu vas avoir comme ça la grand-mère notamment. Non mais la grand-mère, la musique, enfin tout le déplacement du cercueil. Le déplacement du cercueil, tout. Si vous êtes à un enterrement, il y a toujours un moment qui va vous faire rire a priori, même si vous êtes hyper touché par le sujet, parce que tout est tellement codifié, que d'un coup ça casse aussi le truc. Et je trouve que ça c'est hyper bien montré. Maintenant tout le reste est giga bourrin. Moi il y a plein de plans que comme je trouvais que le mec était très fort, il veut montrer qu'il est très fort et tout, mais voilà, en effet moi j'ai plutôt partagé son plaisir à faire ce film, et par ailleurs les deux là ils me sont extrêmement sympathiques à aller distribuer du popcorn à 9h. Enfin je trouve ça hyper mignon, et je leur souhaite d'évoluer en tout cas peut-être dans un autre cadre, et de faire peut-être d'autres projets avec un tel budget.
Félix, alors tu vas être un peu l'avocat du diable, puisque ça t'a un peu moins convaincu ce Evil Dead Burn. Plutôt le procureur, non? Ouais, j'allais dire. C'est les avocats et effectivement. Qui est-ce que je défends là? Ouais, je suis un peu le pisse-roi là. Cinéma, du coup, là-dessus. c'est sur ta pensée. Non, mais. En fait, tu vois, c'est marrant cette scène d'enterrement. Je vois l'idée, je vois pourquoi c'est censé être un peu marrant et machin. Et en même temps, je trouve que il est pas fait pour faire de la comédie vraiment. Et du coup, je trouve pas ça super marrant, moi. Tu vois, c'est peut-être plus marrant. Ah, moi j'étais mort de rire pendant toute la scène. En tout cas, tu vois, la salle a pas beaucoup réagi parce que je trouve qu'il y a un. En fait, et pendant tout le film, je trouve qu'il y a un truc de tonalité qui est un peu chelou où à la fois il va être assez sérieux et bourrin, mais et en même temps il va être drôle. Assumer le côté un peu grand guignolesque, tu vois, de la série. Franchement, non. La musique va quand même à l'encontre de ça. Ouais. Et je me suis renversé du vin. Laurent fait les gros yeux, mais oui. Ok. Moi je trouve qu'il y a plein de tics de mise en scène qui me poussent plutôt dans l'autre direction. Et tu vois, genre, il y a un film qui est sorti cette année que j'ai pas aimé qui s'appelle Le Réveil de la momie, qui est réalisé par Lee Cronin, qui est le mec qui a fait Evil Dead Rise, donc le précédent. Je trouve ce film Rise, qui est une catastrophe. Mais je trouve que ce film beaucoup plus rigolo en fait en vrai dans ses séquences de gore, etc. Et je trouve que la momie, et alors que c'est pas un bon film, hein, mais je trouve que Vanitschek, je sais pas si c'était la bonne personne pour réaliser Evil Dead de manière générale en termes de tonalité, parce que je trouve que ça lui va pas très bien. Je trouve que même en termes d'écriture, je retrouve pas vraiment justement les blagues de Florent Bernard ou même la sincérité que j'aimais bien dans l'écriture des personnages de Vermine par exemple, avec le personnage de Jérôme Niel qui était vraiment un pur personnage comique mais en même temps assez touchant, etc. Là bon, il y a un comic relief avec la mamie qui fait un peu n'importe quoi et c'est marrant, mais je veux dire ça va pas très très loin. Et en fait je crois que de manière générale ce que j'aimais pas dans Vermine, à savoir le style de Sébastien Vanitschek, je le retrouve fois 1000 dans celui-là, et du coup j'ai complètement rejeté le film parce que je n'étais jamais en tension. Je trouve qu'en termes d'écriture il n'y a pas de montée dramatique vraiment, c'est-à-dire que tout s'enchaîne en permanence et en même temps on alterne entre séquences de baston, séquences avec des personnages qui te racontent l'histoire, séquences de baston, séquences de machin, et en permanence du coup il n'y a pas vraiment de montée, tu vois, dramatique. J'entends, mais pour moi les séquences de baston, j'ai pris un vrai plaisir à chaque fois qu'ils entraient dans une nouvelle pièce de me dire ok, il y a quand même un truc qui est hyper riche là-dedans. Quand tu rentres dans une salle de bain, tous les éléments de la salle de bain vont servir à torturer le personnage. Donc il y a un truc où quand ils sont dans une voiture, moi j'avais jamais vu quelqu'un buter quelqu'un d'autre avec un appui-tête. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas un truc auquel j'avais pensé. En fait, effectivement, scénaristiquement, par moments, ils trouvent des trucs qui sont un peu marrants. Mais c'est aussi de la mise en scène, c'est-à-dire que tu rentres, tu commences, au bout d'un moment, je jouais avec le film à repérer les éléments qu'il y avait dans la pièce dans laquelle ils entraient pour me dire qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Et à chaque fois, je trouve qu'ils s'en sortent de manière surprenante. Moi, j'avoue que l'espace, je le vois pas. Je trouve qu'il y a une abstraction de l'espace totale parce que sa mise en scène repose sur deux trucs. C'est que, en fait, il veut faire ce qu'on appelle, il fait référence aux French Friars, qui sont des films des années 2000 réalisés par des réalisateurs français comme beaucoup... Alexandre Aja. Oui, voilà, exactement. Pascal Logier. Voilà, et Martyr et tous ces trucs-là, qui sont des films que moi j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce style-là parce que je trouve que de faire de l'horreur un peu gore avec de la caméra à épaule, c'est français, mais ça fait pas des bons films. Et je trouve que lui, en fait, tu sens que c'est pas mal, hein, c'est français. Non, mais il veut un peu faire ça parce que justement, c'est une espèce d'incursion de la France dans ce film Evil Dead. Et je trouve que du coup, il y a une abstraction complètement de l'espace. Ce qui fait que moi, son huis clos, j'y comprends rien, je comprends pas les pièces. Je trouve que même ce travail de la verticalité, parce qu'on passe du salon jusqu'au toit, etc., je trouve même pas si impressionnant que ça. Même le Stana de mamie, il est utilisé, donc. Ouais, mais même pas si bien que ça. Et en plus, j'ai vu cette scène il y a pas longtemps dans un autre film d'horreur. Enfin bref, je trouve que en termes de mise en scène, soit c'est des gros plans, grosso modo, sur des trucs montés comme une bande-annonce, parce que justement, ça n'en finit pas, ça va super vite, et je trouve qu'il essaye de charger à fond pour créer une pesanteur sur le spectateur. Mais moi, au contraire, ça me crée de la distance parce que j'ai besoin de moments un peu d'apesanteur, de tension, où justement le temps est suspendu pour vraiment ressentir de la peur, et là c'est jamais le cas, avec des plans qui sont, je trouve, super démonstratifs, où oui, ok, la caméra c'est impressionnant, etc., mais c'est pareil, ça me met un peu à distance, ça me crée pas vraiment de la peur. Et ce qu'en fait, le truc qui est un peu compliqué, c'est que je trouve qu'il passe un mois après Obsession, qui est quand même brillantissime dans l'écriture de ses personnages par rapport à l'écriture de cette famille-là, et surtout je trouve qu'il passe un an après Bring Her Back des frères Philippou, qui ont un style extrêmement similaire à celui de Vanitschek, à savoir un truc très pesant, très lourd et très gore, mais beaucoup plus intéressant, je trouve, du côté des Philippou, parce que justement ils prennent leur temps et qu'ils sont pas dans une espèce de surenchère comme ça, des fake cuts, etc., que je trouve un peu cheap. Et du coup, la mise en scène musclée de Vanitschek, je crois qu'elle me parle pas. Je trouve le film dégueulasse en termes d'image, genre vraiment ce truc grisâtre, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Donc ils me sont très sympathiques, je les aime beaucoup les deux, et j'aime beaucoup les écouter en interview, mais j'avoue que leur film, je suis passé complètement à côté. T'avais préféré Vermine quand même. Et je préfère Vermine, je trouve que c'est un film qui est beaucoup plus ludique et beaucoup plus marrant. Là, le côté, t'as compris, c'est une métaphore sur les violences conjugales. En fait, Evil Dead, ça a jamais été intelligent. Essayez pas de rendre ça intelligent. Genre, faites-vous juste kiffer avec des démons dans des maisons. Mais ça, je me demande à quel point c'est pas une dérive globalement
de la production du film. On leur, enfin tu vois, en effet quand tu revois Evil Dead, grave. De la femme. Evil Dead 2, t'as quand même les mecs débarquent dans la maison, enfin et ça défouraille tout de suite. Tu sais pas qui ils sont. Il y a des démons qui débarquent. Tu comprends rien à rien. Juste c'est marrant parce que les mecs se font découper et t'as des monstres en stop motion qui vont. C'est vraiment ça le film, quoi. Moi, c'est que je veux voir en fait. Et en effet, là, il y a un tournant sérieux qui a été pris par la saga depuis à peu près 10 ans, qui fait que, en effet, on sait pas trop où se foutre. Et tu voulais dire quelque chose? Non. Globalement, je suis d'accord. On vous mettra pas d'accord de toute façon sur ce. Enfin, t'es d'accord avec Félix finalement? Non, mais il y a des trucs qui sont soulevés par Félix sur lesquels je suis un peu d'accord, notamment en termes de mise en scène. Mais après, dans l'absolu, moi, je défends le film, je le trouve plutôt sympathique. Vous avez passé un bon moment, tant mieux, devant ce Evil Dead Burn. Et écoutez, vous nous direz dans quel camp vous vous situez sur ce nouveau film, et on change radicalement d'ambiance pour repartir en France avec le nouveau film de Stéphane Demoustier. Ça s'appelle La Chaleur. Anormalement chaud sur les plages des Landes, et Marwan, 17 ans, passe sa dernière journée au camping avec une angoisse. Le corps qu'il a enseveli la veille sur la plage va-t-il apparaître au grand jour? Marwan se demande par ailleurs s'il n'est pas en train de tomber amoureux de la charmante Julia. Manon, voilà un programme alors entre teen movie, histoire d'amour, et en même temps thriller. Oui, c'est ce que je pense le film voulait. Je pense qu'il voulait nourrir le propos sur son teen movie et sur l'adolescence, et à quel point le groupe en tant qu'adolescent peut être extrêmement oppressant quand t'es pas dans les codes un peu classiques. Là, en l'occurrence, c'est un garçon, donc les codes classiques de la masculinité, tout le monde passe son temps à lui demander s'il a pécho, s'il a géré, s'il a niqué une meuf et tout. Donc en fait, il veut faire nourrir ce propos du teen movie avec ce thriller et de cette angoisse du corps qu'il a caché pour symboliser toute cette oppression et tout ça. Et moi, je trouve que ça marche assez mal. C'est adapté d'un livre qui, je n'ai pas lu, mais je crois est vraiment un super bouquin qui arrive vraiment à mêler tout ça dans une ambiance très angoissante, très pesante, très chaude, comme l'indique le titre. Et là, je trouve que ça marche pas. Alors déjà, moi, ces scénarios, je crois que j'arrive plus à les acheter. Ces scénarios où des gens cachent des corps sans aucune raison. Enfin là, ça n'a aucun sens de cacher ce corps. C'est un pur accident. Il pouvait juste partir. Enfin vraiment, on ne comprend pas pourquoi il fait ça. Cette pulsion, en plus, c'est même pas une pulsion parce qu'en plus, il revient après coup. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est une espèce de facilité de scénario qu'on revoit beaucoup. Et moi, tout le long. Mais t'achètes pas le dispositif? J'achète pas du tout le dispositif. Et puis, je trouve qu'en fait, moi, je me suis fait poliment chier. En fait, je trouve qu'il n'y a pas tant de tension. Enfin, en tout cas, pas du tout à la mise en scène, pas du tout. En fait, la tension, elle vient du fait que oui, le mec, il a caché un corps et on se demande si la mère va le déterrer. Mais au-delà de ça, je trouve que rien. La mère MER. Hein. Mais est-ce qu'il y a des zombies qui débarquent, qui tuent des gens avec des appuis-têtes? Non, ça y a pas. Mais est-ce que, de ce que tu décris, pardon, mais j'ai l'impression que c'est le scénario de 8 films qui sont sortis ces 2 dernières années. En fait, c'est ça. Les gens qui ont chaud, qui font des conneries, c'est L'étranger de Camus, et depuis, j'ai l'impression que vraiment tous les étés, on a un film français chaud sur les plages qui a révélé Karim Leclou. Ok. Bah ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Je me dis, mais j'ai vu ça dans des teen movies, je l'ai déjà vu. Il y a les mêmes tropes. Les parents, c'est l'enfer. Les parents dans ce film, ils passent leur temps à hurler sur leurs gosses. C'est pas crédible. La meuf trop belle qui veut le pécho, on sait pas trop pourquoi. Le copain un peu gros et homosexuel refoulé. En fait, tout ça, on l'a vu 150 fois. C'est pas intéressant. C'est pas amené d'une façon différente. Je trouve que ça joue pas super bien. En plus, notamment du point de vue des parents. Même le personnage principal, il est toujours dans une forme d'apathie. Alors je pense que c'est peut-être voulu, mais du coup ça fait que, encore une fois, moi j'arrive pas à entrer dans cette angoisse avec lui, j'arrive pas du tout à y croire, et c'est juste des vacances dans un camping qui dégénère et où on se fait un peu chier. Ça s'appelle La Chaleur, ils passent leur temps à répéter qu'il fait 40 degrés, nanana, mais pareil, ça, la mise en scène, on le sent pas du tout. Moi, c'est mes dernières vacances, ce que tu décris, c'est pas... Bah voilà, mais du coup, moi, j'ai pas envie de les voir au ciné, tes dernières vacances sur Ri, je suis désolée. Donc ouais, moi, j'avoue que pourtant, c'est un réalisateur, Stéphane Demoustier, qui a plutôt fait ses preuves. Qui est le réalisateur de La fille au bracelet, de Borgo, de L'inconnu de la Grande Arche l'année dernière. Mais là, j'avoue que j'avais beaucoup d'attentes parce qu'on m'avait dit beaucoup du bien du livre, mais ouais, moi c'est un peu une déception pour moi. Peut-être qu'il faut lire le livre, absolument, peut-être qu'il faut lire. Sur la plage pour survivre à la canicule. Aline, est-ce que toi aussi c'est un avis un peu mitigé sur La Chaleur? Oui, moi je rejoins complètement Manon. Je trouve que le thriller en claquettes chaussettes aurait pu pousser les potards un peu plus loin, comme tu dis, par rapport rien qu'au titre.
c'est dit, mais c'est pas incarné. On voit même pas les corps transpirer en fait. C'est con, mais c'est un détail qui aurait pu quand même faire tourner un peu plus les têtes. Le protagoniste Marwan, j'ai plus le nom de l'acteur. Adrien, pardon. Je vous le retrouve tout de suite. Noé, c'est le prénom de son meilleur pote. Oui, pardon. Lui, alors c'est un peu un espèce de Vincent Lacoste. Complètement, il veut un truc un peu les beaux gosses, mais qui marche pas. Adrien Hussin. Je sais pas si j'ai été charmée ou pas par son jeu, parce que c'est pareil, j'ai l'impression qu'il est sur une ligne de crête, mais jamais vraiment totalement désespéré. En fait, il est assez opaque, comme tu disais, on n'arrive jamais à savoir pourquoi il agit, pourquoi il va cacher ce corps, qu'est-ce qui l'empêche de parler, qu'est-ce qui l'empêche de se confier à quiconque. Donc ça m'a laissé un peu sur le bord de plage et ce côté en fait à quel moment le corps va potentiellement apparaître, nourrir l'attention uniquement par ça, je trouve ça trop léger aussi pour tenir, même si le film dure qu'1h30, c'est ce motif qui revient tout le temps, à un moment en fait ça s'épuise quoi. Tu peux nous le montrer une fois, 2 fois, à partir de la 5e fois on n'en peut plus en fait, et on se dit si le corps là est repêché, on va juste penser que c'est la baline et que je sais pas, il s'est noyé, mais bon, bref. Et je trouve aussi que du coup, ça raconte pas grand-chose d'autre que cette tension. Non, parce que ça pourrait être sa paranoïa. Je veux dire, l'idée, s'il y a un corps que t'as planqué, en réalité, quand bien même on pourrait imaginer qu'il est mort de je sais pas combien de manières, ça peut nourrir une paranoïa chez toi. Et en fait, il est jamais foncièrement empêché, si ce n'est que le retard, le départ du camping avec les parents est repoussé à chaque fois, mais c'est tout. Et c'est chiant. Et on sait pas pourquoi il l'a tué. C'est un accident. Ils se disputent un truc et le mec il tombe. Il tombe à la renverse. Donc il l'a pas tué du tout. C'est pour ça que il y a un truc mais c'est si simple de juste dire qu'il y a eu un accident, on comprend pas. Aller voir un adulte ou. Il l'a pas du tout tué accidentellement, donc pourquoi il cache ce corps? Au contraire. Il l'a pas tué volontairement. Non, c'est lui qui est mort. C'est lui qui est mort accidentellement. Mais il a rien à. Il est témoin en fait. Il est témoin, c'est tout. Et on comprend pas pourquoi il cache ce corps. Il y a vraiment, c'est très bizarre. Et il y a des personnages, notamment la mère du défunt, que je trouvais intéressant, mais pas du tout creusé. Alors que à nouveau, elle est dans une attente. Elle envoie des messages à l'accueil du camping, c'est ça, pour savoir où est son fils. Elle essaye de mener une enquête. Mais ça va pas plus loin que ça. On doit la voir peut-être 5 minutes sur le film aussi. C'est très dommage. Donc du coup, quand même une petite déception pour Sous la chaleur. J'ai l'impression qu'on était plus emballés par les projets précédents de Stéphane de Moustier. Mais ce film va nous permettre d'embrayer avec notre focus du jour, puisqu'on va s'intéresser à cet été 2026 au cinéma. Ce film a confondu mon histoire et celle de ma sœur Colette, qui a effectivement épousé Monsieur McBurett. Monsieur McBurett, qui est l'aviateur anglais. Voilà. Donc on veut profiter de ce dernier focus de la saison pour un peu parler de la saison l'été 2026 au cinéma, et nous aussi quelles sont nos attentes. On vous a demandé les vôtres sur Instagram, donc je vais peut-être commencer par ça. Sans surprise, on a énormément l'Odyssée qui revient, et aussi Evil Dead Burn pour les gens qui l'ont pas encore vu, mais on a aussi Soudain d'Amaguchi, un grand raccourci le 12 août. Un grand raccourci, on n'en parle pas, je pense, tout à l'heure. Ouais, toi, on va en parler. C'est pas forcément une grande attente que j'avais, mais c'est un point de. Ouais, j'aimerais bien en parler tout à l'heure. Je suis un peu curieuse aussi. Ouais. On va l'évoquer. One Night Only, Juste pour une nuit, le spécial de Adult. Ah oui, de la série, pardon, évidemment, qui sort le 31 juillet sur le passé d'un des personnages. Il y a des petits blagueurs avec la bataille de Gaulle 3. Mais je pense que... En fait, c'est la même personne qui a mis tout ça. Oui, sous les pavés à Chienlit. Oui, il y a quelqu'un qui a beaucoup répondu, évidemment. Évidemment, la Coupe du Monde, la Coupe de basket féminin, on a n'importe quoi. Des gens qui attendent la Palme d'Or, quand même, Fjord en août. Et Avatar Aang, déception que la sortie ciné soit annulée. Ah oui, qui est donc le dernier maître de l'air, non, j'imagine. Exactement. Parce que immense flop aux États-Unis. C'est pas le film qui a leaké entièrement sur Twitter. Je crois. Aussi parce que les gens étaient fâchés d'à quoi ça ressemblait, donc t'as des gens qui sont allés pirater pour dire qu'il fallait travailler mieux, quoi. Alors, qui est un choix. Avant peut-être de s'aventurer sur nos attentes à nous, j'ai un peu envie de vous demander, c'est quoi finalement une sortie estivale? Pourquoi il y a certains films qui sortent Pardon, l'été? je reviens à Avatar Aang parce que je trouve que c'est vraiment genre Avatar, mais Lena Situation. Mais tu sais que j'allais dire, on a une copine qui rajoute des Aang à toutes ces phrases, et j'ai cru que c'était une blague. Oui, alors qu'en fait non. Donc pardon, c'était vraiment juste un Avatar aparté. Aang. Avatar Aang. Pardon, qu'est-ce qu'un film estival, Elisabeth? Qu'est-ce qu'un film estival? Pourquoi certains films sortent l'été?
Et ben, il y a un peu un calendrier officieux des sorties, et je pense qu'on l'a un peu évoqué quand on a parlé de Spielberg et de la création du blockbuster, etc. Mais globalement, dans le calendrier plutôt nord-américain et européen, en été sortent les films qui vont faire beaucoup d'entrées, qui vont catalyser parce que les gens sont en vacances, notamment les jeunes. Donc on leur sort des films qu'ils veulent voir. Plus il fait chaud, donc les gens se réfugient avec la clim. Plus c'est le moment généralement où les gens ont envie où les journées sont plus longues, donc ils se retrouvent pour voir des films le soir et ils ont moins la flemme de sortir finalement. La rentrée, un peu comme pour les livres, où il y a la rentrée littéraire, la rentrée généralement ça symbolise des films qui veulent concourir au prix, et ça s'accélère encore plus quand on arrive vers la fin d'année parce qu'en fait les cérémonies de prix, leur éligibilité, le moment des votes a lieu à la fin de l'année. Donc les gens sortent les films le plus proche possible parce que ça fait que les gens oublient pas quand ils les ont vus. Janvier, on appelle ça en anglais Dumpuary, ça veut dire c'est dump et January, donc c'est là qu'on jette et qu'on défèque en fait les films qui sont en fait auxquels les studios ne croient plus. Oui, mais ça commence à changer ces derniers temps. Ils savent pas quoi en foutre et voilà. Oui, et t'as raison. Ça commence à changer, mais historiquement les films qui sortent en janvier, ça veut dire qu'ils les ont pas sortis en fin d'année parce qu'ils croyaient pas à leur chance pour les Oscars, etc. Et ils les ont pas sortis en été parce qu'ils croyaient pas au box-office. Et c'est une sorte de sur un malentendu, ça peut passer. Exactement. Et ensuite, à partir de avril-mai, on commence à avoir les premières sorties estivales. Cette année, l'été, qui n'est pas vraiment l'été parce que c'était encore le printemps, mais l'été cinématographique, en tout cas, c'est ouvert sur Project Hail Mary, projet Dernière Chance avec Ryan Gosling, qui a très très bien marché d'ailleurs, premier grand succès d'Amazon. En tout cas, l'été au cinéma, ça dure à peu près de fin avril, début mai à mi-août. À partir de mi-août, on est sur les sorties comme Fjord, il me semble, sort mi-août. Anatomie d'une chute était sorti fin août. C'est les Palmes d'Or. Ouais. Donc après le moment où il y a la mi-août, les films des prix qui commencent à sortir, globalement septembre-octobre jusqu'à Noël, jusqu'à novembre, c'est les films qui vont aux Oscars. Et de Noël, généralement, c'est une espèce de regain des blockbusters où on a souvent un Star Wars, un Marvel ces dernières 15 années. Cette année, on a Dune et un Marvel. Et voilà, Dune. On a souvent aussi les films comme Timothée Chalamet possède la date généralement le dernier mercredi de l'année, avec récemment Wonka, Marty Supreme, ce genre de choses. En tout cas, donc généralement une contre-proposition aussi, c'est généralement un film d'horreur, et là typiquement je crois qu'il y a le Werewolf de Robert Eggers qui sort. Mais pareil, Eggers qui sort tous ses films à Noël ces derniers temps. Ouais. Donc il y a un peu, voilà, mais en tout cas ce calendrier un peu officieux du cinéma est marqué notamment par l'été, et c'est là que les studios américains notamment font leur bif, parce que si il n'y a pas d'entrée en été, il n'y a pas d'argent pour faire les films rigolos que nous on aime voir le reste de l'année, pour le dire un peu bêtement. Du côté français, honnêtement, j'ai toujours pas trouvé la ligne éditoriale des films qui sortent. C'est pas vraiment contre-proposition au blockbuster en fait. Mais c'est un peu l'été en France est souvent destiné justement à des petits films. Il y a une période. Leur chance. Non, mais il y a des films estivaux très clairement, parfois des grosses comédies qui vont essayer de se faire un créneau, notamment par exemple sur des sorties familiales en vacances. Donc tu vas aller à une grosse comédie d'été en vacances, mais également c'est aussi le terrain de jeu de beaucoup de films étrangers à concept, j'ai envie de dire, parce que notamment par exemple la Conspiration du Caire il y a quelques années, ou The Guilty, c'est des films qui ont été sciemment sortis l'été parce que c'est justement un peu une zone morte, parce que nous on n'a pas d'immenses blockbusters comme on en a parlé. Et justement, ça permet de sortir des films. Avec Monte Cristo, par exemple. Voilà. Et oui, sauf il y a 2 ans avec Monte Cristo. Et mais du coup, en l'occurrence, mais ce qui est un peu, on va dire le succès de Monte Cristo, personne n'aurait pu savoir. Qui aurait pu prédire finalement. Qui aurait pu prédire que ça aurait fait que ça fasse 10 millions d'entrées. Mais alors qu'un petit truc en plus était un peu plus dans ce créneau-là de comédie familiale, potentiellement d'été. Qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Voilà. Et alors ça a surperformé, mais en tout cas c'était plus dans un créneau commercial cohérent. Mais du coup voilà, c'est plus des films comme ça qui vont souvent d'ailleurs marcher en été, parce que les gens continuent à aller au cinéma, n'ont pas forcément envie d'aller voir le gros Marvel, et ils ont plus de temps, et du coup il y a beaucoup plus d'attention en effet et de temps disponible à ce genre de propositions un peu souvent plus radicales et portées par des concepts un peu forts. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait si vous voulez, l'été cinéphile ça va de Cannes à Venise. En fait le festival de Cannes qui est sur généralement la quinzaine de mai au milieu, Venise c'est sur la deuxième quinzaine d'août, et entre ces deux non c'est pas trop ça, oui, c'est début septembre mais on s'en fout, oui. Enfin en tout cas c'est globalement entre ces deux festivals là que sortent ce qu'on appelle les films de l'été, qui sont donc définis par soit des immenses blockbusters américains, soit des sorties européennes, françaises, mondiales, un peu plus parfois fragiles, parfois pas sûrs de leur positionnement, qui sortent à ce moment là. Et voilà.
Ben non, mais tu parlais d'immenses blockbusters américains. Une de nos attentes et qui est l'attente visiblement aussi de beaucoup de perchés, c'est l'Odyssée. Et on parlait de réalisateurs qui sortent toujours leurs films au moment de Noël. Nolan, lui, il aime bien sortir ses films l'été. Non, mais c'est même pas l'été. Ouais. Il a un jour particulier en juillet. C'est toujours le deuxième vendredi de juillet, mercredi pour la France. Et c'est systématique chez lui. Nolan, qui par ailleurs est un des réalisateurs à Hollywood qui a des conditions de sortie de ses films qui sont les plus favorables. Il deal avec les studios, notamment il est parti de chez Warner, mais c'était déjà ses conditions chez Warner. Il deal avec les studios avec lesquels il travaille que le studio ne sortira pas de film 3 ou 4 semaines avant la sortie de son film, ni 3 ou 4 semaines après la sortie de son film. Il est dans une position privilégiée, insane par rapport à ça. Je pense qu'il est un des seuls, si ce n'est le seul à... C'est lui et Greta Gerwig. Je pense même pas que Greta Gerwig ait pu demander ce genre de choses, même si elle a eu le succès de Barbie, mais c'était un hasard que ça sorte le même jour. Enfin, ils l'ont vraiment mis exprès. Ils l'ont mis exprès pour faire chier Nolan. Mais du coup, oui, il a ce créneau-là réservé depuis maintenant presque 20 ans. Et alors je vous conseille, il a parlé dans un épisode d'un podcast où je vous en ai déjà parlé plusieurs fois qui s'appelle The Town. Il était invité et notamment, il n'était pas invité plutôt, c'est sa conjointe qui est la productrice du film et qui est sa productrice sur tous ses films, qui s'appelle Emma Thomas, qui est un génie de la production et surtout aussi de comment on sort un film et de la distribution. Et elle explique c'est quoi les stratégies qu'ils ont à chaque fois sur les sorties des films de Nolan et comment ils sont très main dans le cambouis avec les studios pour la com en fait. Et que Nolan, même s'il paraît être un peu un ermite anglais qui parle pas à tout le monde, en fait il est très au courant de comment sortir le film et il a des stratégies très spécifiques à chaque fois. Il est extrêmement impliqué dans les bandes annonces, dans les teasers, de quand ils sortent, de plein de trucs. La typo du film, enfin la typo du titre, il y a quand même une sorte de direction artistique assez soignée au film de Nolan depuis maintenant presque 15-20 ans, qui est assez étonnante et qui dénote, je trouve, dans le... Et on est quelques-uns à l'attendre, pas mal, toi notamment Rita. Moi j'ai les noms, je peux vous dire, c'est Elisabeth, Laurent et Rita, donc moi-même, qui ont dit que c'était leur attente. Laurent par exemple, pourquoi est-ce que tu attends l'Odyssée de Christopher Nolan? Avec ton verre de vin rouge. Le cinéma c'est de la merde et que je sais pas quoi mettre. Non, en vrai non, je trouve que bon, c'est absurde de dire ça parce que j'aime bien Christopher Nolan, mais j'ai envie de dire comme tout le monde. Tu vas dire que t'attends plus l'Odyssée que Nolan? Alors non, mais en fait, je suis très intéressé par la prise de risque. C'est-à-dire, je trouve que Christopher Nolan qui va s'enferrer dans un truc qui est quand même qui me paraît impossible. Genre, il prend le risque au moment de sa carrière où il est le plus à l'aise. C'est vrai dans l'absolu, mais je veux dire, aller chercher quand même un mythe ultra à l'ancienne, enfin vraiment. Mythe. Ouais, enfin un des mythes. Il y a Gilgamesh quand même. Mais tu sais quoi, on lui envoiera un mail pour le putain, mais j'aimerais tellement Gilgamesh par Nolan, ça serait. Il aurait des vrais puppets parce que là visiblement le Cyclope par exemple, il a pris une poupée, Nolan qui déteste qui fait tout en effet réel. Visiblement il a ramené une poupée immense pour le Cyclope sur le haut d'une montagne au Maroc, je sais pas quoi. Mais voilà, enfin. Il fait la prise de risque de faire un truc sur l'histoire d'un type qui va errer genre je sais pas 40 ans ou un truc comme ça ou 30 ans sur la mer. Non, c'est pas 40 ans. Pour moi c'est vraiment beaucoup moins que ça. Non, c'est plusieurs décennies. 40 ans. Pour moi c'est des décennies. Mais bon bref, mais tu vois c'est peut-être 20 ans ou 40 ans mais c'est très très longtemps. 40 ans vraiment? Et c'est 20 ans. Tu sais Elisabeth, on peut fact-checker. Je vais clairement fact-checker parce que je crois que c'est 20 ans. Et c'est genre parce que les dieux ne l'aiment pas, tu vois, et que genre il doit se balader. Enfin, comment faire résonner ce truc-là avec un public actuel qui va forcément voir ça d'une manière très très différente parce que ça date quand même d'il y a plus de 2000 ans. Je suis très intrigué de me dire que, et en effet, s'il y a peut-être une personne qui va réussir à pull off ce projet complètement débile, c'est peut-être Nolan. Il y en a peut-être d'autres en vrai, mais dans l'absolu, je suis intrigué parce que je trouve le projet tellement absurde que let's go quoi. Est-ce que ce sera bien? C'est pas sûr. Mais bon. Elisabeth est très fâchée là. Non, je suis très fâchée parce que je trouve des informations contradictoires et là ça me dit carrément que c'est que 10 ans, mais je pense que c'est plus. On est en train de fact-checker sur combien de temps se passe l'Odyssée. Non, la raison pour laquelle j'ai mis ce film, c'est qu'effectivement, moi j'ai un peu perdu de mon intérêt pour Nolan ces dernières années avec ses derniers films, etc. Et là, il y a un truc effectivement très très loin de ce qu'il fait d'habitude
Et en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des gros films mythologiques. J'ai l'impression un peu marrant. Perso, dans mon adolescence, des péplums, quoi. De quoi? Des péplums. Des vrais péplums. Moi, j'ai quand même grandi avec 3, qui est pas un très grand film. Merde. Du tout. Il y avait Alexandre qui était pire, mais 3, il y avait Alexandre qui était pire, que j'ai vu aussi évidemment. Non, mais tu sais, il y avait Gladiator et puis après il y avait tout un peu les catas. Moi, j'ai passé beaucoup de temps avec ça et tu vois, genre Brad Pitt avec une perruque blonde qui fait n'importe quoi, etc. Et j'ai un peu envie de revoir ça au cinéma, mais peut-être fait avec un peu plus de sérieux. Donc voilà, je suis assez enthousiaste de cette Odyssée. Ouais, en fait, si on a un revival de Péplum à cause de l'Odyssée, ce serait une folie. On vivrait dans un monde extraordinaire. Quoi. Mais c'est pas possible parce que en fait, le truc c'est que pour un revival de Péplum, il faut au moins un autre réal qui puisse avoir la latitude, le budget et le brio en vérité de Nolan pour le faire. Et je pense que c'est vraiment compliqué parce que c'est tellement une galère. Enfin là, ils ont tourné les récits de tournage, tous les acteurs, ils ont l'air au bout de leur life. Ils ont l'air de dire ça n'a fonctionné que parce qu'on y était tous ensemble, on a mis du cœur et que c'était une bonne team. Mais ça avait l'air horrible comme tournage alors qu'ils avaient les meilleures conditions pour le faire. Après, dans les années 50, ils en faisaient des chips. Oui, mais dans les années 50, il n'y avait pas le droit du travail. Il y a des gens qui mouraient sur les tournages. C'est probable, oui, en effet. Bon, et l'Odyssée, ça se passe bien sur 10 ans, les gars. Il y a l'Iliade qui se passe aussi. En fait, il est parti 20 ans en tout parce qu'il y a l'Iliade, mais l'Odyssée se passe bien sur 10 ans. Donc tout le monde avait raison. Donc tout le monde avait vraiment tort. Félix ? Non, juste j'allais dire, moi ce qui me rend un peu curieux, c'est que Nolan, il a toujours tendance à surrationaliser tout ce qui touche, tous ses concepts, même les trucs les plus chelous, etc. etc. Et que là, qu'il s'empare effectivement d'un récit mythologique avec des créatures, avec des dieux, etc. etc. Je trouve qu'il y a un truc très contradictoire avec son style. Ouais. Et les bandes annonces, d'ailleurs, on en montre pas grand. Enfin, pas beaucoup. Et les géants sont pas très géants déjà dans la bande-annonce, donc ça te donne un peu la couleur, je trouve. Ouais, et ça, effectivement, enfin, moi, c'est pas un film que j'attends énormément, mais je suis assez curieux de voir comment son style et ce récit va se mélanger, parce que j'ai l'impression que ça a l'air d'être assez contradictoire comme ça. Côté blockbuster, il y a aussi le Spider-Man que vous attendez. Alors Charlie est pas là pour en parler, mais il m'a donné son pour le pourquoi. Rita, tu vas pouvoir donner à la fois ton engouement et le sien. Alors mon engouement, il est très con, c'est que j'ai envie de voir Tom Holland et Zendaya, Tom Zendaya et Zendaya jouer dans un film ensemble et je pense pas qu'ils auront scène ensemble dans l'Odyssée, c'est vraiment d'un point de vue gossip parce qu'ils se sont mariés. Charlie, c'est parce qu'il expliquait que la dernière phase de Marvel, on pleure un peu, il en a pas dit plus, mais je pense que ce qu'il voulait dire, c'est que Spider-Man, c'est peut-être le seul personnage de Marvel auquel on a encore quelque chose à foutre. Il place de l'espoir dans ce film. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que s'il y a un film de super-héros que tu vois que j'irai pas voir complètement à reculons cet été, ce sera peut-être celui-là. Et j'aime beaucoup l'idée, et Tom Holland en a parlé en interview, j'imagine que c'est des éléments de langage qu'on leur a donné, mais il parlait du fait qu'ils sortent Spider-Man du lycée, puisque ça serait ridicule s'ils jouaient des lycéens, tous ces gens-là. Mais il a pas vu Fast Time at Ridgemont High avec des mecs de 35 ans qui sont c'est vrai. Mais en gros là, il le passe à la fac et l'histoire c'est un peu genre est-ce que des gens qui se sont aimés dans une vie peuvent se réaimer dans une autre vie, puisque dans les derniers épisodes ils ont tous oublié que Spider-Man existait. Et de fait, moi c'est ça qui me hype un petit peu, si je suis honnête, c'est que j'ai bien envie de voir l'univers de Spider-Man qui est livré et très attachant. T'es là pour la rom-com en fait. Et alors, en même temps, pardon, mais Spider-Man, ça a J'ai pas de problème avec ça. Ça a toujours été une rom-com, Spider-Man. Moi, j'aime bien l'idée de lui qui va reconquérir sa meuf qu'il a oubliée parce qu'il y a eu un problème dans l'espace-temps, et en plus, il s'aime dans la vraie vie, donc qu'est-ce que je demande. Et Zendaya, elle était trop cool dans Deux Dramas. Mais c'est vrai que, même si je suis sûr que ce film va cartonner parce que licence, si ce film est décevant aux yeux du public, je pense que l'univers Marvel risque d'être fortement. Spider-Man, c'est pas Marvel. Spider-Man, c'est genre c'est la seule licence qui est connue dans le monde entier. Super-héros fatigue. Enfin, je pense que ça acte quand même la. Je pense que Spider-Man, il va pas faire 2 milliards comme le dernier parce que c'était le premier film post-Covid, tu vois. Mais je pense que c'est les 3 machin. Mais je pense que Spider-Man, c'est vraiment à mettre à part. Par contre, après ça, va falloir qu'ils prennent une pause et je pense qu'ils en ont conscience. Mais Spider-Man, c'est vraiment au-delà des franchises. Ils balancent Doomsday à la fin de l'année. De Spider-Man. T'inquiète, ils vont recaster Je pense que Tom Holland, il va arrêter s'il a deux doigts du Il a dit qu'il allait arrêter, et puis là, il est sur le biopic sur Fred Astaire. Which. Wow! I don't know. Ça en vrai. Qui n'est pas un vrai biopic, mais on en reparlera quand ça sortira. Et Tom Holland s'est dansé. Exactement. Contre-proposition absolue à Spider-Man. Manon, toi, tu as assez envie de voir I Want Your Sex d'Olivia Wilde. Non, de Greg Araki. Ouais. Avec Olivia Wilde, pardon. C'est grave ma faute. Ouais. J'ai envoyé ça. En fait, j'ai écrit. Non, mais c'est moi. Non, mais c'est pas grave. Non, mais j'explique juste. Il y a écrit L'été sexy d'Olivia Wilde sur le conducteur. C'est parce qu'elle réalise aussi The Invite qui sort cette semaine aux États-Unis. Et Charlie l'a pas mis dans ses. Charlie l'a pas mis I Want Your Sex. Non, il a pas mis Araki. Après, c'est vrai que j'ai swipé les deux. Moi, je l'ai vu, du coup, le film de Greg Araki, déjà, donc c'est une fausse attente. C'est un Greg Araki très mainstream, quoi. C'est pas le Greg Araki que je pense Charlie kiffe. Enfin, c'est moi, pas du tout. C'est pas du tout sa trilogie. Enfin, il y a vraiment un truc, quoi, très mainstream, mais c'est un film qui est hyper divertissant, qui est très
qui est très moderne. Le couple Cooper Hoffman et Olivia Wilde fonctionne hyper bien. Enfin, Cooper Hoffman est vraiment excellent dans le film. J'ai super hâte du film, mais vraiment, j'ai très envie de le voir. Moi, j'ai passé un super moment. Après, peut-être que les vrais fans hardcore de Greg Araki seront peut-être un peu déçus. En même temps, il revient, donc on est quand même content. C'est intéressant qu'ils se disent d'aller faire un truc un peu plus mainstream si c'est de bonne qualité. Non, c'est de bonne qualité, c'est de bonne facture. Moi, c'est une attente approuvée. C'est quoi le titre en québécois, la traduction? Je veux ton. J'ai pas encore communiqué. En même temps, il est très littéral le titre, mais c'est 100% le projet du film. Donc, Et le film sort le 29 juillet. Voilà. Pour info. Le jour de Spider-Man. Le jour de Spider-Man. Est-ce qu'on ferait pas I Want Your Spider-Man? I Want Your Spider-Sex. Spider-Sex. Et je sais qu'Alban attend beaucoup ce film, mais bon, il est Moi pas là aussi, avec nous. je l'attends très fort. Parce que pour l'été sexy d'Olivia Wilde, j'adore son comeback. Post-rupture. Oui. Post-rupture, j'adore. Avec Harry Styles. Beaucoup trop de gossip là-dedans. On attend aussi Juste pour une nuit. Rita. Oui. On est deux à avoir. Évidemment, c'est le duo avec Manon. Moi, je suis un peu dedans aussi. On va pas se mentir. Mais en fait, c'est ça deux a l'air peurs, genre assez débile et rigolo. C'est l'histoire de. Le pitch, c'est que c'est il y a une nuit dans l'année où faire l'amour est autorisé. Et du coup, c'est une. Laurent veut dire quelque chose? C'est littéralement The Purge, mais avec la baise, quoi. Complètement. Genre 20 sur 20. T'as pas entendu parler de ça, Félix? Bah, t'as pas fait ton taf. C'est bravo, quoi. Le 21e siècle au son maximum, quoi. Et c'est aussi un élément de l'intrigue de Chien 51. Que j'ai pas vu. Bah oui, le Love Day, c'est la nuit dans l'année où tout le monde a de partouzer. Bah, je pense qu'ils a dû s'inspirer de ça, c'est évident. Sur Google, la première question c'est est-ce que c'est inspiré d'une histoire vraie? Alors je ne sais pas. mais à ce moment-là, ça se passe genre en Iran, un truc comme ça, c'est pas fun. Le film je suis hyper désolée pour ce que je viens de dire. Le film est réalisé par Will Gluck qui récemment a fait Anyone But You. On était les deux seuls en projo presse avec Rita à rire devant ce film, je crois. Trop bien. Et à passer un bon moment. Je le revois dès que je peux. Et qui a aussi réalisé Easy, donc Easy Girl en français avec Emma Stone, qui a une grosse filmo de comédie romantique et comédie de manière générale. Et là, c'est avec Callum Turner et Monica Barbaro, si je dis pas de bêtises. Et moi, je suis hyper chaud. Ouais, moi aussi, notamment parce que Will Gluck et parce que j'aime certaines de ses réalisations. Et moi, j'ai un peu aussi envie de voir Callum Turner vraiment faire autre chose que être en vacances avec Dua Lipa finalement et voir qu'est-ce qu'il vaut comme acteur. T'avais pas vu Eternity en début d'année? Non. Je recommande à tout le monde Eternity avec lui, Elizabeth Olsen et Miles Teller, qui est une comédie romantique sur l'afterlife au paradis, qui est trop. Je pense que c'est grave Manon encore. Ok. Moi je le vois sur que des stories toute la journée, mais je crois que je l'ai jamais vu en tant qu'acteur, donc j'ai un peu envie de voir ce qu'il vaut. Tu l'as jamais vu en tant qu'acteur, d'accord. Et écoute, tu le découvriras. Ça sort le 12 août en salle. 12 août. Il était dans la série sur les maîtres de l'air, là, le dérivé de où il était très bien. On a mis Fjord, la Palme d'Or qui sort cette année. Alors c'est assez courant que les Palmes d'Or sortent l'été. On l'a dit tout à l'heure assez rapidement. Même qu'elle sorte en août. C'est pour que ça build up. En fait, pendant le mois d'août, pour que les gens. Non, mais surtout pour que quand les gens reviennent en septembre, ils sont en mode il y a la Palme d'Or qui est sortie, elle a fait des entrées. C'est un peu ça la strat. Et ça marche souvent. Alors là, pour le coup, Manon, on l'a toutes les deux mise, mais en réalité, on l'a déjà vue. Oui, donc c'est un peu de la triche, mais moi en fait, maintenant, toi, t'attends que les trucs que tu connais. Toi, t'aimes pas l'inconnu. T'es vraiment dans un truc de genre. Moi, je l'ai dit, je vais pas au cinéma l'été, donc en fait. Moi, je n'attends que les choses dont je suis sûre qu'elles vont me plaire. Non, mais même si je l'avais pas vu, j'attendrai beaucoup de ce film parce que le projet me parle et l'actrice te parle. Et l'actrice me parle et le réalisateur me parle. Et Christiane Mungiu et Renate Redzepi, Sébastien Stan qui est un excellent acteur aussi. Et oui, et en plus, il s'avère qu'on l'a vu à Cannes et moi, c'était un peu un de mes films on l'a vu favoris. tous les trois avec Yuri, toi et moi, on a beaucoup aimé. J'ai trouvé ça vraiment Félix, très réussi. Tu l'attends toi aussi, ce Fjord, que t'avais raté pour le coup. Oui, parce que je rate toutes les Palmes d'Or à chaque fois que je suis à Cannes. Et vous en avez dit tellement de bien et j'ai l'impression que c'était quand même une des propositions de cinéma qui valait le coup. Et j'ai l'impression qu'en plus le film fait quand même pas mal débat au sein des gens qui l'ont vu, notamment sur ces questions de moralité, etc., etc. Il y a des gens qui ont l'air de le défoncer et tout, et du coup ça m'interroge. Je suis assez curieux de voir. Il y a un gros débat que je trouve pour avoir vu le film. Je pense vraiment les gens ne savent pas. Oui, non, mais c'est peut-être stérile, mais juste du coup ça veut dire que le film est intéressant parce qu'il provoque des discussions. C'est sur quoi le débat le débat de savoir si en fait c'est un film hyper réactionnaire.
Est-ce que c'est de droite ou de gauche? Voilà. Et ce à quoi le réalisateur Christian Mungiu, qui n'est pas le dernier des trolls, sur Instagram a publié des tweets qui disaient que son film était réactionnaire, suivi de tweets de son film de gens qui disaient que son film était au contraire wokiste, et le troisième mot c'était genre c'est QFD. Et du coup je trouvais le move assez marrant. Ou macroniste. Ouais. Non mais enfin c'est qu'en voyant le film vous comprendrez de quel côté en fait il se place. Mais ouais. Et on en redébattra à la rentrée. Si vous voulez, en attendant, effectivement, en tant qu'on va parler, on va vous reposter l'épisode. Mais on avait parlé au moment de Cannes. Félix, toi, tu attends Oak Street. La fin n'est pas un remake. Qui n'est pas un remake du tout, non, c'est le retour de David Robert Mitchell, qui est un de mes réalisateurs préférés, qu'on n'avait pas vu depuis 2017, Under the Silver Lake, qui est un film que j'aime beaucoup et j'adore ce que fait ce mec. Je l'ai vu, je pensais que c'était un film sur Andrew Garfield hyper mignon. Ouais, il est un peu dégueu dans le film. C'est même un incel. Bref, non. Félix, ouais. Souvent, tes réalisateurs préférés, c'est des réalisateurs qui ont fait genre 2 ou 3 films. Oui. Est-ce que genre il y a un truc où à partir du moment où ils font trop de films, ça arrête d'être mes réalisateurs préférés. Ouais. Peut-être que c'est le film de trop. Pas les vieux, c'est tout. Ouais, exactement. C'est ça. Non, en vrai, là, j'avoue que je suis assez curieux parce que c'est son retour. Je pensais qu'il avait une carrière qui allait être complètement enterrée parce que Under the Silver Lake avait fait un beat de fou et même avait été sorti lâchement par A24 sous le tapis. Et en fait, là, il revient avec un gros blockbuster de dinosaures dans les années, avec une famille. Je crois que c'est donc Anna Tawai et Ewan McGregor qui sont projetés je crois au Paléolithique. Et à l'époque, en fait, toute leur rue. Oui, c'est tout leur quartier, toute leur rue, la Oak Street, la rue Oak. Oak, c'est Chêne, non? C'est Chêne. C'est ça. La rue du Chêne. La rue du Chêne, qui est projetée dans le Paléolithique, et ça a l'air d'être un espèce de survival avec des dinosaures un peu mutants. Et je sais pas, c'est un épisode de la 4ème dimension, quoi. Donc je suis très curieuse. Moi, je suis hyper fan de ce gars en termes d'écriture et en termes de réal. Je pense que c'est toujours quelqu'un qui sait s'amuser, qui sait émerveiller les gens. Donc je suis et qui est toujours souvent très très drôle. Ouais. Donc ouais, je suis très curieux de voir ce qu'il va faire. C'est vrai que je sais pas pourquoi je l'ai pas noté alors que c'est une de mes grosses attentes. Ouais, et en plus là cet été il tourne, je crois, la suite de It Follows, donc il a l'air d'être sur un retour, un comeback, donc voilà. Un comeback qui se solde pour l'instant aussi par visiblement l'écriture du scénario du prochain Five Nights at Freddy's. Je trouve que Valentin aussi l'avait mis dans ses attentes, Valentin qui n'est pas là ce soir, et je trouve que à titre personnel ça me donne hyper envie de voir comment est-ce qu'on filme des dinosaures, parce que depuis en vérité Jurassic Park, déjà je sais pas si cette technologie a été il y a eu la série Dinotopia 20 sur 20. Laurent est en train de rigoler d'un rire que vous n'imaginez même pas. Il y a pas eu un film avec Adam Driver aussi avec des dinosaures? Ah mais si, le James Gray 90, non, 37, 97. Ouais, c'est un chiffre. Ouais. 65. 65. Tous les chiffres, toujours plus. Pardon Rita. On dirait qu'on joue au bingo, tu sais. Non, moi j'ai fait une mauvaise blague, mais je trouve que ça va être très intéressant de voir comment il va filmer ça, surtout que a priori c'est de l'épouvante, c'est pas. Non, c'est plus un je pense que c'est un délire Spielbergien, littéralement. Ah ouais? Mais film d'action, c'est aventure, vraiment genre truc familial, famille projetée au moment des dinosaures, et ils sont dans une espèce de petite banlieue américaine à la Desperate Housewives, et en fait juste tout leur quartier. Autour d'eux, il y a des dinosaures. Et ça a l'air assez mignon et pas du tout gore épouvantable. C'est produit par J.J. Abrams par ailleurs, qui le père de Gracie Abrams. Oui, entre autres. Et le fils spirituel de Spielberg. En tout cas, il se revendique comme étant enfants, Gracie et lui. Et du coup, la question, c'est en effet comment ils vont transposer l'univers de David Robert Mitchell dans ce carcan un peu plus particulier, parce qu'il s'agit quand même d'un gros budget produit par la Paramount et compagnie, donc on sait pas, voilà, c'est quand même Warner, non, qui est derrière? Non, Paramount je crois. Okay. Mais c'est un gros pari. Non mais on était du coup sur les attentes. Tu nous parlais de Valentin avant qu'on revienne sur les dinosaures. Oui, je peux carrément dire. Alors Valentin, il m'a aussi parlé de Vaiana et il était sérieux. Donc le remake live action du film d'animation. Je sais pas pourquoi. Qui est sorti aujourd'hui. Il était sérieux en disant ça? Je lui ai demandé en privé, tu es sûr que tu veux que je te parle, je vais mettre ça, et il a dit, je vais vous citer ces mots précis, garde-le pour la blague, il y a un monde où je vais constater les dégâts. Ah oui, d'accord, ok, donc il y va pour ralentir devant un accident. Voilà. D'accord, okay, ensuite il a parlé de Soudain, le film qui était à Cannes de Ryusuke Hamaguchi. Merci. Et de Dog Stars de Ridley Scott, parce que là encore je vais vous le citer. Petite mention pour le Ridley Scott, parce qu'avec Riri, t'es jamais à l'abri du chef-d'œuvre. Et moi je le prends pour moi-même, puisque moi aussi je peux être une Riri. Non mais ceci dit, c'est vrai, hein, Ridley Scott de temps en temps
Il revient pas là ces dernières années, ça fait quand même. J'aimerais juste rappeler que Soudain de Ryusuke Kawaguchi sort le 12 août et que The Dog Stars sort à la toute fin de l'été. C'est quoi The Dog Stars déjà? C'est avec Josh Brolin et comment il s'appelle? Hein? Oui, Josh Brolin et comment il s'appelle là, le Jacob Elordi? Oui, là. Jacob Elordi, qui sont dans une espèce de monde semi-post-apo. Ça a l'air particulier, ouais. J'attendrai d'en savoir plus. C'est un truc sur une base aérienne abandonnée, de ce que j'ai compris. En suivant, je vais te dire un peu les trucs un peu tout seul où il n'y avait pas beaucoup de gens dessus. Moi, j'ai parlé de la rétrospective Jacques Tati parce que j'ai enfin envie de me faire les films de Jacques Tati. Ils sortent de hyper bonne qualité. Et il faut les voir, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà. Oui. Ensuite, Laurent a parlé du Héros de Berlin, mais je crois que Yuri l'a vu et a pas aimé. Donc c'est plus une attente. J'ai pas trop compris. Laurent va peut-être pas être d'accord avec Non, mais c'est-à-dire que moi j'attends ce film parce que je suis tombé dessus un peu par hasard. Ça sort le même jour que l'Odyssée. C'est par le réalisateur. Si c'est complet, tu vas voir ça, quoi. Au pire, ouais. C'est par le réalisateur de Goodbye Lénine, et avec un casting que je trouve assez marrant et un film posthume par ailleurs du réalisateur. Ah merde, ça je savais pas. Et donc Goodbye, parce que Goodbye Lénine, je l'ai vu assez récemment en fait, que je l'avais pas du tout vu à l'époque. Et franchement, c'est un film que je trouve très intéressant et très réussi. Très bon film. Donc en fait, je me dis film allemand, on n'en voit pas tant que ça. Réal intéressant, sujet marrant, let's go, tu vois. Donc, mais bon, si Yuri l'a vu, il a trouvé ça à chier, peut-être. Non, je trouve ça ok. En fait, le truc, c'est que je viens de comprendre de quoi vous parlez parce que j'ai vu les affiches dans la rue et en fait, je pensais que c'était une pièce de théâtre parce qu'il y a écrit partout Goodbye Lénine et avec il y a des couleurs dessus, on dirait vraiment une affiche de pièce de théâtre. En fait, non, ils ont vraiment repris la DA des affiches de Goodbye Lénine. Mais du coup, j'avais pour bien faire comprendre que c'est le même réalisateur. Aline, tu voulais dire quelque chose? Moi, dans les films que j'attends, il y a The Wrong Girls avec Kristen Stewart et c'est réalisé par Dylan Meyer. Ça a l'air d'être une comédie très loufoque avec des chats. C'est un stoner movie avec notamment Seth Rogen dans les personnages secondaires parce que c'est obligé, s'il y a de la weed, il sera là. Et je crois que c'est sur deux meufs qui font un bad trip et qui commencent à du coup être télékinétiques les unes avec les autres. Et avec deux chats. Et je le répète parce qu'ils ont une tête. Mais pour l'instant, on ne sait pas quand ça sort, donc ça ne sort probablement pas cet été. Aux États-Unis, ça sort cet été, mais en France, je pense que c'est malheureusement le genre de projet qui vont. Soit il va y avoir un grand succès surprise et il va sortir, soit ça sera en streaming. Ouais. Sinon, on a Yuri qui voulait nous parler de la comédie française. Bah oui, parce que moi, c'est un film que j'attends de pied ferme, mais je suis un peu surpris d'être le seul. Non, je suis d'accord. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, moi, j'attends pas à me le dire du coup. Bah, on était limité à 3, donc je donnais 3. Il sortait cet été, mais ouais, franchement, ça a l'air super marrant. C'est donc pas facile de rassembler les infos, tu vois. Bref, donc c'est un film de Bertrand Huskla que vous connaissez peut-être pour son travail avec Brut, et Martin Darondeau que vous connaissez peut-être pour son travail avec Enya Barou, qui donc réalise ce film avec Pauline Clément, qui était également dans Brut, mais qui est également pensionnaire de la Comédie Française. Et du coup, ils ont eu cette idée géniale de faire une sorte de fausse immersion au sein de la Comédie Française, où tous les acteurs et actrices de la Comédie Française, je crois qu'ils ont eu presque tout le monde de la troupe, vont jouer des versions fictives d'eux-mêmes. Et donc ça se passe, je crois, 2 heures avant le début d'une représentation. Pauline Clément joue une jeune actrice qui débarque et qui connaît pas les codes. Elle va rencontrer du coup Guillaume Gallienne, Laurence Stocker, Denis Podalides, enfin je sais pas s'il est dans le film, mais en tout cas bref, quasiment toute la troupe, Marina Hans, tous les pensionnaires et sociétaires de cette troupe. Et moi c'est un film que j'attends beaucoup, déjà parce que il pratique un genre qui est plutôt commun aux Américains. On a vu des films récemment comme Saturday Night ou même Birdman qui sont un peu ce film de coulisses de spectacle et comment tout va merder. Et en même temps, je trouve ça génial que ce soit des jeunes réals et qui s'attaquent à ce truc qu'est la Comédie Française, qui montre aussi la Comédie Française. C'est ça. Oui, voilà. Et en fait, ce qui montre aussi à quel point la Comédie Française a changé de statut, je trouve, même aux yeux du public de ces, on va dire, 20 dernières années, parce que quand il y a environ 15-20 ans, la Comédie Française, ça avait une étiquette un peu poussiéreuse de théâtre chiant, on fait du Molière grimé, etc., etc., etc. Et en fait, depuis notamment la direction d'Éric Ruff, ils ont énormément rajeuni, diversifié à la fois la troupe, mais en même temps fait venir des metteurs et metteuses en scène beaucoup plus contemporains. Et du coup, moi je trouve ça hyper chouette que ce soit 2 jeunes réals et Pauline Clément, qui est co-scénariste de film, je crois, qui aillent s'attaquer à ce truc-là, d'en faire un objet pop, d'en faire un objet de comédie. Moi je trouve que c'est en tout cas sur le papier, moi c'est un projet sur lequel je suis hyper chaud. Peut-être que je vais être déçu, j'en sais rien, mais surtout que c'est
un univers qui est quand même assez, je pense, assez cinématographique. C'est-à-dire que en fait, on se rend pas compte à quel point on connaît des acteurs de la comédie française. On les voit dans tous les films, tous les séries. Non seulement, puis dans le fond, c'est quand même une troupe de théâtre qui travaille dans des conditions assez exceptionnelles. Il y a forcément des choses intéressantes à regarder, quoi. C'est une trop bonne idée. Moi, la seule raison pour laquelle j'étais pas super hype, c'est que vu que j'ai pas vraiment le lore, comme on dit, de la comédie française, on en a beaucoup parlé avec Yuri en off, parce qu'il comprenait pas pourquoi j'étais pas sûre. Parce que pour moi, sur le papier, c'est toi corps. C'est 100%, mais c'est que vu que je connais pas grand chose de la comédie française, je trouve le film sur le papier m'intéresse de ouf, mais j'ai pas les récits pour alimenter le fait de trouver drôle que ces gens-là fassent ça, parce que je les connais pas. Justement, moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que je pense que la comédie française, pour plein de gens, c'est un fantasme. Ouais, et il y a toute une hiérarchie, des façons d'y entrer et tout qui sont hyper spécifiques à cette troupe, et du coup, je trouve ça trop intéressant d'aller le démocratiser par l'humour et de comprendre comment ça fonctionne. Et je crois qu'ils se foutent vraiment de la gueule de ça, par ailleurs, dans le film. Ensuite, on avait donc Alban qui n'est pas là. Et pardon, ça sort le 22 juillet, donc dans 15 jours. Merci beaucoup. Ensuite, on avait Alban qui nous a parlé de Home Stories et La Providence et la guitare, qui sont les deux films qu'il attend beaucoup cet été. Notamment La Providence et la guitare par le film dont c'est le réalisateur du Summer Movie qu'il avait choisi l'année dernière pour nos pastilles estivales. Ensuite, Charlie nous a parlé de In Waves qui était au Festival d'Annecy. On en a parlé la semaine dernière. Qui est sorti donc. Qui est sorti. Et de Coyote versus Acme. Alors, Coyote versus Acme, c'est un film qui a été sauvé. Putain, ça sort ça finalement. Ça va finir par sortir. Wow. En fait, donc c'est un film de la Warner qui a été à cause de David Zaslav, mis. En fait, ils ont annulé la sortie du film pour des raisons d'impôts. Enfin, c'est vraiment assez loufoque et je vous invite à lire sur le sujet si ça vous intéresse. Il va enfin sortir parce qu'il a été racheté par un mini studio et je sais pas qui le distribue en France. Il n'y a pas de distributeur français, le film n'est pas daté. Ah merde. Donc si vous voulez le voir, allez aux États-Unis. Fun fact. Et ensuite, on voulait vous parler d'un grand raccourci, notamment Antoine, du coup, qui réalise un grand raccourci. Alors c'est deux très très jeunes réalisateurs qui ont fait que des courts-métrages jusqu'à présent et qui se sont dit et si on faisait un court-métrage mais de 90 minutes avec nos potes l'été, et puis ils se sont rendus compte que finalement fallait respecter le droit du travail pour sortir un film en salle, donc ils ont dû repasser par tout un process, et c'est vrai qu'ils ont vachement communiqué sur les réseaux sociaux pour ce film, et avec un grand succès en fait. Ils ont eu vraiment pas mal de ils ont vraiment réussi à créer une audience autour de ce film, donc vraiment je leur souhaite le meilleur. Je n'ai pas donné leur nom. Armand et Clément. Armand et Clément, mais après je sais pas leur nom de famille sur Instagram. Ils sont appelés Armand et Clément. Appelons-les Armand et Clément. Non, donc voilà, je suis assez curieux, notamment parce que le pitch parle quand même enfin c'est quand même un délit d'initié sur des cousins qui mettent des rats dans un restaurant pour le sauver et qui après vont s'improviser dératiseurs pour sauver le restaurant. Ce qui est quand même souvent une très bonne idée. Donc voilà, non, je suis très curieux. La bande-annonce est sortie il y a quelques jours. Tu sens qu'il y a vraiment des belles idées. Tu sens qu'ils ont vraiment voulu. Pour moi, ça rentre vraiment dans ce que vous disiez tout à l'heure sur le film d'été. C'est vraiment des jeunes en l'été. Filmés en Bretagne avec cette idée de on tente de faire des trucs pour sauver ce qui peut l'être. Et il y avait aussi en fait ils ont fait le film en autoproduction, mais ensuite ils se sont fait baquer par un distributeur en cours de route, UFO, qui leur a annoncé une sortie. La sortie salle a été avancée, je crois que maintenant c'est justement le 12 août. Et ils sont c'est la première fois que je vois ça en France, un marketing par les cinéastes sur les réseaux sociaux qui n'est pas cringe, parce que c'est leur langage, c'est des Gen Z très jeunes, ils ont je crois 22, 23 ans, un truc comme ça, et c'est assez intéressant de les voir, et déjà c'est le genre de film qu'il faut soutenir sur le principe, je dirais même. Voilà. Et pour leur redonner des noms de famille, ils s'appellent Armand Fauex, j'imagine, et Clément Devilliers. Et c'est des copains depuis le primaire. Et c'est avec Sarah Monpetit, qui est une actrice québécoise, pas française, qu'on adore, qu'on a vu dans Vampire Humaniste et dans le film de Charlotte Lebon. Mais tout à fait. Et qui est plutôt dans les bons bails, elle, globalement. Donc, avec Louise Labecque aussi. Mais moi, ils me sont hyper sympathiques, les deux. C'est-à-dire qu'il y a un truc où, quel que soit le film et quelles que soient ses qualités ou ses défauts qu'on constatera quand on ira le voir en salle, mais je trouve que leur démarche, elle est hyper rafraîchissante et hyper sincère. Et en fait, ils sont... tu sens qu'ils font pas ça par calcul, et en fait tu sens qu'ils se sont dit on va le faire, et que en tout cas peut-être qu'on va me donner tort et qu'en fait c'est un grand calcul et qu'ils sont backés par je sais pas moi Pierre-Édouard Sterrin, tu vois, mais non, mais dans le sens, mais je pense qu'ils sont hyper
sincère, marrant, et ils ont mené à bien ce projet. Et du coup, il y a vraiment, je trouve, quelque chose en effet, qu'il faut soutenir, quelle que soit la qualité par ailleurs du film qu'on n'a pas vu. Mais du coup, c'est vraiment, je pense, un film à défendre parce qu'il s'est fait dans ces conditions-là, parce qu'il s'est fait avec de la débrouille et avec de la bonne volonté, et parce que, en fait, rares sont les jeunes cinéastes qui arrivent à débarquer et à faire ça dans même le milieu du cinéma français. Et alors Antoine, je reste avec toi parce que toi aussi tu attends l'épisode spécial de Adults qui a été cité par Renaud Percher. Mais carrément, ouais, la saison 1 est sortie il y a un peu plus d'1 an, la saison 2 sort dans quelques mois et ils ont annoncé un épisode spécial en plein milieu de l'été qui va durer je sais même pas combien de temps sur un peu l'origin story d'un des personnages. Ouais. Et je trouve que c'est une démarche intéressante que de moins en moins de séries font, de sortir vraiment, en plus entre une saison 1 et une saison 2, un spécial de l'été qui va durer je pense peut-être 1 heure à mon avis, je sais pas trop. On le voit de moins en moins alors que c'est un truc cool et d'autant plus l'été quoi, c'est sympa. Et alors il y a un film qu'on a complètement sauté, alors je trouve ça intéressant peut-être d'en parler juste pour clôturer. Je me demandais parce que tu m'as dit d'avancer mais moi j'avais parlé de Kima. Oui, de Kima, bien sûr. Effectivement, qui est un film. Est-ce que Félix peut-être tu peux rappeler l'origine de ce film qui est un film français de genre. Pareil, un modèle de production intéressant. Et ça sort aussi le 12 août. Donc le 12 août, on va pas sortir de la salle de cinéma en fait. C'est ça. On va rester. On peut aussi y aller le 13. Enfin, je veux dire, on n'est pas forcément limité. J'aimerais tant que vous voyez Laurent quand il vous dit on peut aussi aller le 13. Il est de plus en plus allongé sur son transat. Oui, donc Kima, en gros, c'est le premier film de Romain et j'ai pas son nom de famille. Romain Daudet. Ouais. Et en gros, c'est un lauréat d'un appel à projet qui avait été lancé il y a quelques temps, qui s'appelle l'appel à projet Parasomnia, de la boîte de production Parasomnia, qui était un partenariat entre un producteur de cinéma qui s'appelle Marc Missonnier et Sony, pour faire des films de genre à moins de 1 million d'euros. Il y en a quelques-uns déjà qui sont sortis, enfin notamment un, c'était 37 et 65, non je rigole. Ouais, je sais, il y a un sous-titre, mais bref, c'était un truc avec un camion. L'ombre et la proie. L'ombre et la proie, voilà, exactement, qui était une catastrophe. Et là, du coup, c'est un espèce de film de science-fiction avec un alien onde et des gamins qui essaient de communiquer avec cet alien onde. Bon, ça fait très Spielberg, ça fait très Stranger Things. Moi, j'avoue que je l'attends un peu à reculons parce que je me méfie toujours de ce genre de film, mais je suis quand même le concept assez intéressant et assez inattendu. Oui, grave. Non, mais j'ai vu passer ce truc, je me suis dit ok, cool, tu vois. Je suis curieux de voir en fait effectivement ce qu'il va en faire, parce que c'est toujours intéressant de donner évidemment des budgets à des nouvelles voix qui tentent des trucs dans le domaine du genre et de la SF. Après, et de fait, un film comme ça en France, on n'en a pas vu depuis longtemps. Oui, depuis La dernière vie de Simon, qui était le film de Léo Carman, et d'ailleurs, il y a un truc de cousinade un peu entre les deux, une parenté tout à fait. Donc on va voir ce que ça va donner, mais j'avoue que je suis quand même curieux, parce que voilà, pareil, un peu comme Un grand raccourci, c'est le genre de film qu'il faut soutenir si jamais c'est réussi. Ou donc le 12 août, on va au cinéma en fait, voilà. Mais vous pouvez aussi y aller 13. Est-ce qu'on a couvert toutes vos attentes, assez nombreuses, ceci dit, de l'été? Non, Rita Yuri voulait parler de The Last Viking. Oui, parce que c'est un film qui est sorti par un tout jeune distributeur, enfin toute jeune boîte de distribution. En effet, si tu me laissais terminer ma phrase, je l'aurais dit, qui s'appelle Motel, qui est donc cofondé par Simon Robert, qu'on salue, et qui donc a choisi comme première sortie ce film danois avec Mads Mikkelsen, que j'ai vu parce qu'il est sorti il y a assez longtemps en Allemagne, et c'est un super film. Très noir, drôle, c'est super, c'est vraiment très bien. C'est en effet, je suis très content qu'il le sorte, parce que c'est un film qui mérite d'être vu. Alors c'est en effet, je vais pas du tout dire les défauts du film, parce que je pense que en effet vous devriez aller voir ce film en salle. Ça sort le même jour que l'Odyssée, donc si l'Odyssée c'est complet, allez voir Le Dernier Viking. C'est à la fois une comédie noire, un thriller, un drame, et avec un humour très pince sans rire, et avec des retournements de scénario auxquels on ne s'attend pas, avec une performance de Mads Mikkelsen dont je suis toujours très admiratif de son attachement à son cinéma local, puisqu'il fait quand même toujours
Oui, vas-y Rita. Non, j'allais dire, quand il est aux États-Unis, il fait des espèces de gros blockbusters pour la thune, et dans ces pays, il fait des films hyper autorisants, super intéressants. En fait, c'est sa stratégie, littéralement, il l'a énoncé, c'est-à-dire qu'il fait des gros films américains pour se remplir son compte en banque, ce qui lui permet de faire des petits films comme ça dans son pays, et donc par ailleurs de faire rayonner le cinéma danois à l'international, parce que le fait qu'il y ait Mads Mikkelsen, ça permet aussi de mettre son nom en gros sur l'affiche. Donc non, voilà, juste si vous voulez soutenir, on a parlé des premiers films, si vous voulez soutenir une toute jeune société de distribution pour qu'elle continue à faire son travail, on vous conseille d'aller voir The Last Viking, qui sort également, je crois, le 15 juillet au cinéma. Et bien écoutez, vous l'aurez compris, il y a plein de choses à rattraper dans les salles climatisées cet été. Le dernier débat ce soir, c'est, on l'appelait Robin des Bois de Michael Sarnowski. On écoute la bande-annonce. Would you like to know a secret? People speak of Robin Hood, tell his stories. Hanté par son passé après une vie de crime et de violence, Robin des Bois est laissé pour mort à l'issue d'un combat qu'il pensait être le dernier. Recueilli par une femme mystérieuse, il se voit offrir une ultime chance de rédemption. Aline, pourquoi es-tu allée voir cette nouvelle énième adaptation de Robin des Bois? Est-ce que... Oui. Et pourquoi n'est-il pas joué par un renard? Ah, mais tu vois, toi aussi tu voles mes phrases. En fait, on partage, les gens découvrent, on partage un cerveau. J'avais une logline qui est The Greatest Bowman. Est-ce que vous l'avez ou pas? Parce que c'est Hugh Jackman. Pourquoi j'y suis allée? Parce que il fallait des gens pour aller voir ce film. Ta bouche est trop de programme, c'est ça que tu nous dis? Parce que très clairement, je ne suis pas la cible. Et du coup, je n'ai pas aimé le film. Voilà, c'est dit. En fait, déjà, alors, le film est en deux parties. Une première qui est très graphique, très gratos sur la violence, où on voit un peu le parcours d'errance et où la backstory est racontée maintes et maintes fois sur du coup la vie de ce Robin des Bois. Et la deuxième partie est beaucoup plus ensoleillée dans un espèce de comment on peut appeler ça, prieuré, c'est ça, sur une île, globalement, voilà, par une religieuse qui guérit des gens. Voilà, parce que Robin des Bois a été blessé lors d'un combat. En fait, à la fois, ça tente de déconstruire le mythe autour de ce personnage-là qui est tout le temps vu comme un mec très woke qui va aider les pauvres, et finalement, il est un peu plus sombre que ça. Il tue tous ses ennemis et il les massacre, en fait, littéralement. Mais sorti de ça, ça nous raconte pas grand-chose, parce qu'il y a toujours les mêmes intrigues un peu fonction de, forcément, quand il est dans ce prieuré, c'est une religieuse qui essaye une infirmière qui va tenter de le guérir, et on sent très rapidement qu'une histoire d'amour peut potentiellement naître entre eux. Enfin, en fait, ça reprend des codes très systématiques qui ne sont pas féministes et je m'attendais peut-être un peu plus à ça, et finalement c'est juste pour nous dire la nuance sur Robin des Bois, c'est que c'était pas forcément un gars qui juste allait aider des pauvres. Il y a un livre d'ailleurs qui est sorti, je vais retrouver le titre, mais il y a un livre qui est sorti sur, justement, entre guillemets, qui le replace dans son contexte et qui pour le coup, mais alors démonte, je pense, mais 3 fois plus que le film, le personnage. Et moi, ça me démystifie aussi le fait que c'est pas un renard. Ça aurait peut-être dû être un renard. Mais ça aurait toujours dû être un renard. Laurent, à part le fait que c'est pas un renard, est-ce que tu as été déçu par On l'appelait Robin des Bois? C'est un film, j'y suis allé un peu... Le mec est vautré quoi maintenant sur son transat. Laurent, tu es bientôt couché. Bon, en même temps, quelle autre position, tu vois? Si j'y ai accès, pourquoi la refuser? Non, là où je voulais en venir, c'est que c'est un film, j'y allais avec un léger, avec un peu d'intérêt quand même, parce que c'est réalisé par le mec dont j'ai oublié le nom, mais qui avait réalisé Pig. Michael Sarnowski, qui avait réalisé Pig, qui est quand même littéralement un John Wick avec, comment il s'appelle, Nick Cage, qui se fait tuer son cochon. Et donc c'est un John Wick avec un cochon, et ensuite il vient et casse des gueules. C'était d'ailleurs pas terrible en réalité, hein, mais je trouve le concept était vraiment rigolo. Là en fait on retombe un peu dans le truc, c'est-à-dire que le concept est assez rigolo. C'est Robin des Bois qui en fait est pas du tout le Robin des Bois des légendes qu'on te raconte, mais qui est en fait juste un criminel, tu vois, juste un voleur qui bute des gens et qui les vole. Et je trouve que ce qu'il arrive à en faire est sur le papier relativement intéressant. C'est en fait un film qui veut parler de la manière dont on raconte des histoires et dont on colporte des fausses nouvelles à cause des histoires, et comment ces histoires peuvent influer
la perception des gens et la manière dont les gens voient les choses, voilà, d'une manière générale, et comment comment en fait les cycles de vengeance finissent par devenir sans fin, et qu'en fait ça devient absurde, où tout le monde s'entretue tout le temps pour des histoires de vengeance, de type qui a tué son frère, etc. C'est vraiment des enjeux d'hommes. Non mais bien sûr, c'est un film. Moi je trouve que c'est les enjeux de OSS 117.2. En fait, ça se passe en 12. Tu as tué mon frère. Il t'explique très clairement au début que ça se passe genre en 1247. Je pense que la volonté c'est de faire un truc quand même très moyenâgeux. Donc oui, aussi, Aline, elle voulait sa version féministe. Sur des... Mais oui, elle n'était pas là pour. C'est ça, parce que l'infirmière, je pense qu'elle avait vraiment un potentiel. Là, la pauvre, elle est juste là à faire des saignées et c'est tout, quoi. Je pense que ça n'a jamais été le pitch, en tout cas jamais l'intérêt du réalisateur. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un problème, hein, mais je veux dire, mais je trouve qu'il y en a d'autres. C'est-à-dire que, au-delà du fait qu'il y a quand même quelques jolis moments, il y a des passages de paysages, de trucs qui sont vraiment beaux. Je trouve qu'il y a des choix en termes de DA musicale qui sont assez intéressantes, de chansons traditionnelles anglaises que je trouve qui je trouve illustre pas trop mal le propos. Non mais j'en pouvais plus là de leur vielle de gambe et tout, et leur chant de viking. Ça se passe en 1240, donc on va pas mettre. Mais ils t'en mettent chaque minute à un moment. Laissez-nous un peu tranquille. Mais même en 1240, ils chantaient pas tout le temps avec des viols de gambe. Il y a des moments où ils fermaient leur gueule. La viole de gambe ne devait pas exister, mais non, il y avait. D'ailleurs, je pense que tu as raison là-dessus. Voilà, donc bon, mais bref, c'est un autre débat. Je trouve que voilà, il y a des choses. Je suis chaud pour l'ouvrir. Il y a des choses qui sont relativement intéressantes dans le film, visuellement notamment. Derrière, je trouve qu'on est sur une représentation du Moyen-Âge qui est quand même vraiment giga lourdingue, de fou, tu vois. C'est tout est noir, tout est sombre, les gens ont des peaux de bêtes, ils sont dégueulasses. Enfin, il y a vraiment un truc genre, ok, bon, enfin, c'est une vision années 50, quoi, du Moyen-Âge. C'est vraiment daté, un peu bidon. Et que globalement, en termes de construction, c'est un bordel sans nom, quoi. C'est-à-dire que au début c'est giga violent, après il est sur son prieuré, et au final tout ça n'a pas trop de sens. Et les deux parties s'emboîtent pas en plus. Enfin, il y a vraiment une jonction. Et tout ça est un peu bidon. Et le propos du film est quand même vraiment asséné de manière très très violente et un peu lourdingue. Je trouve que c'est globalement assez raté. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est pas du tout à la hauteur de ce qu'un projet comme ça aurait pu être. C'est globalement un film pas très intéressant, alors que je pense que dans la démystification du personnage de Robin des Bois, il y a des trucs vraiment cool à faire, et qu'on passe à très loin de ça. Ça se prend en fait très au sérieux aussi, et ils auraient pu faire parce que la première partie, au niveau de l'image, tout est sombre, on voit rien. Ça peut être un vrai parti pris intéressant, mais ça va pas plus loin que ça, et je pense que s'ils avaient peut-être infusé un peu de touche d'humour, là ça s'y prête pas du tout, mais un peu, sans aller jusqu'à la Princess Bride, mais en fait un truc où tu prends le mythe premier degré, quoi. Ouais, en fait. Tu vois, en fait, ce que je trouve pénible, c'est que t'as vraiment des conversations, ils sont là, genre, tu comprends les cycles de vengeance, enfin, tu vois, genre, t'as des conversations, genre, le pouvoir des histoires, machin, avec le mec lépreux, enfin, tout est plombant, tout est lourdingue. Mais tout surtout, est genre. Ça paraît, enfin, j'ai l'impression qu'il tombe de son lit, le lépreux, en disant. Est-ce toi, Robin des Bois ? Enfin, en fait, ça clignote sur son front quand même que c'est lui depuis le début, et le fait que justement cette rumeur. C'est juste un vieux barbu, des vieux barbus, on a d'autres. Bien sûr, mais en fait, on est trop content d'avoir raté ça. Oui, enfin, genre honnêtement, clairement, vous avez tous mieux à faire, quoi. Enfin, oui, et d'ailleurs, on aimerait à ce titre faire une petite précision, Antoine. N'est-ce pas, Antoine ? Et alors, je suis pas si sûr. Oui, c'est la VAR. Il y a bien une viole de gambe qui apparaît en 1475, mais en Espagne. C'est 200 ans plus tard déjà. Donc, voilà. Donc je ne sais pas si elle traverse la Manche jusqu'en. On est en 1200 sur ce 1250 ou 1240. Ouais, non, je pense que c'est un. Clairement, oui, dans la viole de gambe, c'est un instrument relativement récent. Relativement récent, à l'échelle de. Rien ne va finalement. Ouais. Rien ne va dans ce Robin des Bois. Toto ne se souviendra pas, on préférera se souvenir du renard. On va enchaîner avec les recos de la perche. Et quel reco cette semaine ? Perdons pas de temps à Salam Alek. Si j'en crois mes informations, le temps travaille contre nous. C'est bien ça, Jimmy ? Oui, à 100%. Alors voyons voir. Puisque Yuri, on va commencer avec toi, qui nous recommande Kill Bill, mais pas n'importe quelle version. Ben non, Kill Bill, The Whole Bloody Affair. En traduction, Kill Bill, toute la putain d'histoire, globalement. C'est donc un nouveau montage, enfin qui n'est pas vraiment un nouveau montage, je vais y revenir. C'est un peu une arlésienne cinéphile, cette version de Kill Bill, puisque si vous avez vu Kill Bill, vous savez peut-être, ou peut-être ne le savez-vous pas, que
le film a été pensé comme un seul et unique film par Quentin Tarantino au moment de sa conception. Évidemment, faire un film de kung-fu de 4h30, c'est un peu compliqué, même dans les standards américains, donc ses producteurs et distributeurs de l'époque, que je ne citerai pas car il s'agit d'un certain Weinstein, lui ont suggéré Finalement, on le cite, hein. de le couper en 2 parties. Ce faisant, eh bien, les gens sont allés voir 2 fois au cinéma le 4e film de Quentin Tarantino avec sa fameuse règle des 10 films. Mec, tu nous as quand même pris 2 fois des billets de cinéma. Dans tous les cas, il a fait un montage déjà à l'époque qui a été présenté au Festival de Cannes. Un montage complet des 2 films en un, avec des différences des sorties salles, et cette version n'a jamais été montrée, si ce n'est dans quelques projections spéciales dans le cinéma de Tarantino à Los Angeles. Mais bon, pour s'y rendre, il faut quand même être un peu privilégié. Cela étant, ils ont donc restauré les copies de Kill Bill et demandé à Tarantino de refaire ce montage, de le rendre public. Et moi j'étais très curieux de voir ça, parce que en fait c'est comme tous ces objets de cinéphilie un peu, on va dire, un peu de gros nerd. On sait qu'il existe quelque part une version en 4 heures de Kill Bill et qu'elle serait différente de la version en 2 fois 2 heures. Je vous rassure, pas vraiment, c'est quand même les 2 films collés, hein, faut pas déconner. Y a même... T'es quand même allé vérifier? Bah je l'ai vu. J'ai vu, c'est 4h30 de Kill Bill. C'est très bien, hein. Moi j'ai revu Kill Bill et j'y reviendrai juste après, avec un énorme plaisir, parce que je l'avais pas vu depuis presque 15 ans. Et moi, j'ai vu il y a 2-3 ans, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop bien, et le début est hyper bizarre, c'est hyper lent et tout, puis en fait le truc démarre et... Le film réussit quelque chose d'assez miraculeux, de faire de cet univers archi-cartoon violent, vraiment de bande dessinée, des personnages quand même assez construits, qui ont un fond et qui ont à la fois un statut, on va dire, d'icône pop immédiat, et en même temps qui sont des vrais personnages de cinéma écrits. Et du coup, ça c'est quand même un peu le talent et la magie des films de Tarantino en général et de celui-là en particulier. Ce qui fait la particularité de Kill Bill, de Whole Bloody Affair, c'est qu'en fait vous avez l'occasion de le voir au cinéma. C'est qu'il y a une pause entre les 2 films, littéralement, il y a un entracte. Donc c'est comme si vous aviez vu les 2 films à la suite. Et les différences notoires sont que la scène en animation qui raconte l'origin story de Orenishi est plus longue, est plus violente et un peu plus hardcore. Elle dure vraiment 10 bonnes minutes, je crois, dans ce film-là. Et la scène de baston hyper connue des Crazy 88 est en couleur, contrairement à la version sale qui était sortie où elle était en noir et blanc. Et la dernière différence, qui est, je pense, la différence la plus notable et celle qui m'a, moi, le plus eu d'un point de vue émotionnel, c'est que on n'apprend pas au milieu du film que la fille d'Uma Thurman est encore vivante. C'est-à-dire que le premier film se termine, si vous vous souvenez bien, ou si vous l'avez pas vu, c'est un spoil, j'en suis désolé, sur Bill qui dit à une de ses associées, et est-ce qu'elle est au courant que sa fille est encore vivante? Et donc tu entres dans le 2e film en ayant cette information. Tarantino coupe cette information-là dans le film de 4 heures, ce qui fait que tu apprends cette information au bout de 4 heures, en ayant arrivé au bout en même temps que le personnage. Et je trouve que ça fait une vraie différence d'un point de vue émotionnel, parce que d'un coup, en fait, alors que je savais que c'était ça, les 4 heures me l'ont fait oublier, et j'arrive à ce moment-là, je dis putain merde, c'est vrai que la fille. Parce qu'en fait c'est un cliff, et du coup t'as plus besoin du cliff. Exactement. T'as plus besoin du cliff. Et dernier point, il y a dans les bonus du Blu-ray qui vont sortir le court-métrage que Tarantino a fait pour TikTok, en disant voilà, c'est la scène coupée de Kill Bill que j'ai refaite dans Fortnite, je crois. Je me suis un peu posé la question de la pertinence de ce truc. Et en voyant le film, je me suis demandé est-ce que Tarantino n'était pas le proto TikTok, dans le sens où c'est quand même un des premiers mecs qui a fait des mash-ups complètement improbables entre parfois des extraits complets de films tirés d'autres films qu'il a superposés avec ce qu'il tournait pour en créer un nouveau sens. Et voilà, quelque part, est-ce que Kill Bill n'est pas l'ancêtre de TikTok? J'aime beaucoup cette take. Manon, toi, de l'autre côté total du spectre, tu nous recommandes Microstar. J'ai vu Microstar. C'est le principe des recos, on les a vus. Oui, pardon. Non, j'ai passé un bon moment, parce que je trouve que c'est une jolie comédie romantique vraiment moderne. Après, c'est un film qui est quand même très
dense avec des guillemets. Enfin, le scénario est vraiment très foutraque. Il y a vraiment un peu trop de choses dedans. C'est donc un film avec Abraham Wapler. Je ne sais pas comment on dit. Ouais. C'est réalisé par Léopold Kroos, donc c'est, je crois, le premier. Ouais. C'est ça. Et c'est un mec qui est acteur / influenceur / plein de trucs, qui a des rêves de notoriété assez grands et qui va se mettre à fréquenter une espèce de jeunesse dorée. C'est quand même le deuxième film sur un influenceur en 15 jours. Avec Giacomo. Ah ouais. The Giacomo. C'est vrai. Oui. Bon, en même temps, oui. Bon, c'est. On est en 2026, quoi. Donc, voilà, en fait, je trouve que le côté comédie romantique fonctionne. Après, c'est le gros bordel. C'est vraiment un film qui, à mon avis, est très, très influencé par les comédies de Igor Gottesman. Et il y a des fois des trucs presque un peu. Il y a notamment une scène avec Abraham Wapler qui, en plus, ressemble beaucoup à François Civil, qui a des tresses collées comme ça. Et moi, j'ai vraiment eu la vision de. Bartabé. Ouais, vraiment. Non. C'était avant Bartabé. Si, c'est ça. Non, Bartabé, c'est dans Fiasco. Non, c'est dans Fiasco. Ah putain, oui, donc pardon, celle dans Five. Bref, donc voilà, il y a des trucs. Et c'est aussi un film qui veut pas mal adresser le sujet des Nepo Baby dans l'écosystème de la fame et tout, qui l'effleure, mais qui en même temps a son casting que des Nepo Baby, donc c'est assez étonnant. Donc j'aimerais bien aller lire des interviews du réalisateur sur le sujet de pourquoi il a casté le fils de Valérie Benguigui et c'est pas la fille de Michel Hazanavicius, mais elle s'appelle Hazanavicius en tout cas. La nièce de voilà, je pense qu'il doit avoir une take sur le sujet. Il faudrait que j'aille lire des interviews, mais je viens de voir le film, donc j'ai pas eu le temps. Donc voilà, c'est plutôt un bon moment, mais je trouve qu'il y a quand même des loupés sur plein d'aspects. Et ben merci beaucoup. On termine avec la carte blanche de la semaine. Jingle. J'ai réfléchi à ce que tu m'avais dit l'autre jour. J'ai passé la moitié de la nuit à y réfléchir. Et puis j'ai eu un flash. Et donc, juste avant de partir en vacances, Rita, tu as envie de nous emmener en voyage? Complètement. Pour la perche, les vacances commencent tout de suite et pour la plupart d'entre nous, dans pas très longtemps non plus. J'avais donc envie de vous parler voyage, puisque vacances rime souvent avec départ, avec envie de loin, de différent. Alors voici un itinéraire de voyage par les images plutôt que par le train ou l'avion, loin du surtourisme et des endroits où tout ferme à 19h et des photos instagrammables. Un itinéraire sans prise de tête, gratuit ou presque, qui vous fera normalement beaucoup de bien. Ou en tout cas qui vous fera réfléchir. Les personnages seront parfois en galère, rateront leur train, auront des soucis de compréhension de la langue locale, voudront sortir des sentiers battus et ne pas faire comme tous les autres touristes sans réaliser que c'est inévitable. Il et elle tomberont amoureux, auront peur, seront en danger, chanteront. Voici donc une liste, puisque j'adore faire des listes à l'évidence, à prendre comme un cahier de vacances, c'est-à-dire des devoirs pour les vacances qui vous feront du bien et ne vous stresseront pas, sauf pour certains films, j'imagine. Première étape de cet itinéraire, les voyages familiaux, quand toutes les vieilles histoires ressortent, comme dans Mamma Mia, quand on cache les premiers amours aux parents, comme dans Dirty Dancing, ou quand les tensions ressortent dans une fratrie, comme dans Darjeeling Limited. Revoir ces trois films très différents, mais liés par leurs scènes iconiques, où des jeunes adultes remettent en question l'autorité de leurs parents, c'est vous assurer d'en ressortir avec l'envie d'appeler vos parents, justement, pour leur dire que vous les aimez et les engueuler à la fois. Ensuite, il y a les voyages qu'on entreprend pour apprendre à ne plus être seul, comme The Lost Daughter, My Own Private Idaho ou encore Up. Ces films où un personnage clairement solitaire se fait violence pour s'ouvrir au monde et tenter d'apaiser un peu son cœur. Les choses ne se passent pas comme prévu la plupart du temps, mais on a envie d'être là pour les suivre. Puis, étant donné qu'on voyage aussi pour tenter sa chance, il y a des films où les héros et les héroïnes sont prêts à tout pour remplir leurs objectifs, qu'ils soient sains, comme dans les Cheetah Girls 2, version Barcelone, un peu foireux, comme dans Little Miss Sunshine, totalement toxiques, comme dans toutes les versions de Ripley adaptées du roman de Patricia Highsmith, ou vains, mais nécessaires, comme dans Thelma et Louise. Il y a ces voyages qui changent parce qu'on tombe amoureux sur la route, comme dans la fameuse trilogie Before de Linklater, ou l'iconique Roman Holiday, ou qu'on retrouve l'amour, comme qu'on avait un peu oublié, comme dans Two for the Road, un voyage à deux qui m'a marqué durablement, ou dans Summertime de David Lean, où Katharine Hepburn m'a ému aux larmes. Enfin, indéniablement, il est des voyages qui sont pensés comme des exodes quand on part pour possiblement ne jamais revenir, comme dans Under the Tuscan Sun, où l'héroïne part pour ne plus avoir à se regarder et à regarder ses choix dans un miroir, sans réaliser qu'elle se retrouvera forcément face à elle-même et en plus toute seule, une fois en Toscane, ou dans L'Auberge espagnole, où Romain Duris est un jeune qui n'a pas vraiment envie de commencer sa vie, qui préfère attendre qu'elle commence à un moment ou à un autre, et qui profite d'une parenthèse qui va finir par changer sa vie justement.
Quel que soit le voyage entrepris, c'est un prétexte pour des cinéastes qui veulent forcer leurs personnages à se confronter à eux-mêmes, aux autres, au monde, dans un contexte où il est souvent difficile de mentir, de prétendre. Et si l'été est souvent propice au voyage, parce que c'est là qu'on a enfin l'autorisation de partir dans les modèles les plus classiques du travail rémunéré, c'est peut-être pour vous l'occasion de rester et de regarder des films où les autres partent, ou même soyons fous, de partir et profiter du trajet pour un visionnage approximatif, mais qui change la vie. Et ben merci beaucoup Rita. Bonnes vacances à tous les perchés et à tous les perchistes. On se retrouve évidemment à la rentrée et en attendant on fera des petites capsules d'été. Bonnes vacances.